Salut les néo-autonomistes. Les vieux corps de ferme français attirent de plus en plus d'autonomistes souhaitant les réhabiliter, mais cela implique une bonne compréhension du bâtiment. Nous nous sommes rendus chez Alexandre, un abonné de l'archipel avec 3 experts dont un maître bâtisseur, un bureau d'études et un architecte afin de lui partager un maximum d'informations. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Salut. On a fait une première vidéo, les experts, qui a bien marché. Ça a attiré du monde et surtout ça a attiré beaucoup de questions. On l'a vu en commentaire, ça a généré des questions. Et on a relancé un appel à projet dans notre région. Alexandre, merci d'y avoir répondu. Avec grand plaisir. On va présenter, alors il y en a 2 qu'on va pas présenter. Il y a Nono qui est la partie construction écologique, merci Nono, et Benjamin pour j'autonomise.fr. Évidemment, je mettrai tous les liens en description comme d'habitude si les personnes veulent vous retrouver. Et on a un petit nouveau, Ewan. Ewan, je te poserai quelques questions après, mais j'aimerais qu'on prenne la température du site sur lequel on est. Vas-y, tout à fait. Je présenterai des images drones. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler du lieu? T'as acheté il y a combien de temps? Est-ce que tu peux te présenter? N'hésite pas. Alors du coup, moi c'est Alexandre. J'ai acheté ce lieu il y a 5 ans, du coup avec ma mère et ma sœur. Après de longues années de recherche d'un lieu de vie, donc on a passé 10 ans à scruter la région pour essayer de trouver la perle rare. et on voulait en fait un lieu vraiment ancien, de vieilles pierres, dans son état d'origine avec peu de modifications, peu de rénovations récentes, on va dire. Voilà, pour vraiment en faire un laboratoire expérimental sur plein de sujets, on va dire, de rénovation, en harmonie, on va dire, le plus possible avec le respect des lieux et de la nature. Voilà. D'accord, quand tu dis respect des lieux, c'est... C'est respect de ce qui a été fait, c'est-à-dire en essayant de préserver au maximum ce qui a été fait, bien ou mal, hein, en fonction des époques, et voilà, mais c'est vraiment ne pas démolir, ne pas refaire, ne pas... et essayer de faire avec au maximum, et préserver ce qui est préservable, et essayer voilà, de faire au mieux, quoi. Bah, premièrement, déjà, merci d'avoir répondu à l'appel, hein, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes partout en France, alors qu'on avait quand même mis un cercle assez restreint, juste parce qu'on est quand même beaucoup à se déplacer maintenant et c'est pas si simple. Donc merci à toi et merci aux personnes qui nous ont laissé leurs coordonnées. On garde tout parce que on ne sait pas de quoi ce sera fait demain. Ewan, bonjour à toi, merci de venir. De rien. Ewan, tu as un cabinet d'archi. Ouais. Tu es ancienne ébéniste et bien sûr plein d'autres choses. Moi, ma première question pour commencer, entre Nono qui est sur la partie bâtiment, entre un bureau d'études avec Benjamin, qu'est-ce que tu apportes de plus et à partir d'où toi tu t'arrêtes? Ben, allez, on va faire un peu clair, c'est tout le travail en amont, quoi. C'est-à-dire, c'est même avant l'achat, avant réceptionner un bâtiment, etc., on a tout un travail de conseil. Et c'est souvent des parties qui sont oubliées. Voilà. Actuellement, il y a des réglementations en France, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Suivant où se situe le bâtiment où on est, la réglementation en cours ou à venir, parce que ça on en parlera aussi dans un second temps, ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc il y a des cartes nationales qui sont réglementées, les lots Pinter sont cadastrés, et en fonction de ça, c'est déjà de prendre en amont tous ces renseignements pour structurer et prioriser un peu le choix, soit de l'achat ou soit de la rénovation, soit de la réhabilitation. Voilà, donc moi particulièrement, avec mon épouse sur le cabinet, on gère particulièrement les rénovations et les réhabilitations justement de bâtiments anciens, parce qu'il y a un patrimoine qui est là, on en revient toujours à la même chose, on ne peut pas le traiter de la même manière, un bâtiment qui a 300 ans, un bâtiment qui a 50 ans et un bâtiment qui vient d'être construit. Donc voilà, c'est tout un travail en amont qui est avant même mes 2 autres partenaires qu'on va là, parce que c'est des partenaires, hein. On est tous des mini chefs d'orchestre, on est tous entrelacés, hein. Et souvent c'est des parties administratives et les discussions ne sont pas faites
en amont, et du coup ça pose des problèmes, parce qu'il y a des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes financières. Il faut voilà, il y a plusieurs choses. Il faut prendre en considération les revenus économiques, les problèmes sociaux, l'étude du macro-micro-environnement, voilà, donc ça c'est très important, et l'étude administrative, et se mettre en relation avec les bons interlocuteurs de l'État en général, hein. Voilà, donc suivant les mairies, suivant les départements, parce que des fois il y a des zones qui sont réglementées par les départements, et ainsi de suite, si on est dans des parcs régionaux, voilà. Donc ça, c'est prendre en considération très tôt, avant même n'importe quel achat, parce qu'on peut avoir un coup de cœur et finalement on peut se retrouver avec un chemin de croix en face de nous, administratif. Et c'est bien de rêver, mais il faut mettre les bases pour bien partir. Voilà. Oui, parce que si on rêve, qu'on se lance et qu'on a des découvertes et certaines déconvenues, ça peut mettre en péril un projet. Voilà, ça n'empêche, voilà, on est quand même... Il n'y a pas de solution parfaite pour tout, il n'y a pas de solution adéquate pour tout le monde pareil. Chaque projet est individuel, chaque solution est individuelle. Et donc du coup, il faut bien prendre la considération de l'ensemble. C'est vraiment un travail en amont, hein. On est vraiment à donner une feuille de route et à prioriser les gens, savoir où ils vont pour pas qu'ils s'épuisent. Et la faisabilité. Voilà. Et la faisabilité. Il faut rester réaliste en fait sur certains projets grands comme ça, avec plusieurs bâtiments et autres. Il faut, même si on a le coup de cœur et autres, et c'est important de l'avoir, avant de se lancer, il faut rester réaliste. On n'est pas des surhommes. Et en fonction du projet qu'on veut faire, est-ce que le lieu est réellement adapté? Et écoutez, c'est une belle présentation. On va évidemment développer un peu plus. Après, ouais. Le là aussi intéressant, c'est qu'il va y avoir normalement du changement de destination, Alexandre, si je me trompe. Changement de destination, modification d'ouverture, tout ça, c'est voilà, c'est réglementé. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est exactement ce que dit le bâtiment. Il va se situer sur une parcelle cadastrale. Okay. Et toutes les communes, enfin pratiquement toutes les communes, à moins qu'on se retrouve dans le règlement d'urbanisme, enfin national d'urbanisme, si on se trouve sur une carte cantonale ou sur un PLU ou un PLUI. Donc voilà. C'est là où en fait l'architecte est complémentaire au bureau d'études. Le métier d'un architecte, il y a une partie plus intérieure, comment organiser les espaces et autres pour que ça soit bien réfléchi, et il y a toute une partie insertion dans l'environnement. Et ça, c'est pas le métier d'un bureau d'études, c'est le métier d'un architecte, d'intégrer les bâtiments dans son environnement, et c'est pour ça que c'est la première pièce. Il commence par ça. Après, le travail d'un bureau d'études, ça va être vraiment quoi faire pour ce bâti, quel est l'intérêt énergétique ou autre, suivant les aspects structurels, etc. Et après, comment on le fait. Et c'est en ça qu'on est complémentaires, en fait. On est une chaîne. Mais tu sais, moi le prends pas mal, Ewan, mais avant de connaître ce que tu faisais au début, pour moi, un architecte, il faisait juste des dessins. Et je pense qu'on Benjamin, il l'acquiesce, mais malheureusement, votre métier, il est mal expliqué. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de budget comme dans la réunion des architectes de France ou quelque chose comme ça? Je ne vais pas mettre le dos à des collègues, etc. Le métier est très vaste, en fait. Très, très, très vaste. Le panel est très, très grand. Des architectes vont spécifier sur certains domaines, etc. Donc, on ne fait pas que des plans. On a un gros travail administratif, on a un gros travail de responsabilité, donc autant sur la conception, hein, donc on a un devoir de conseil, on a un devoir de responsabilité, on a des assurances qui sont là pour ça, et autant dans la conception que dans la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que dans la maîtrise d'œuvre, on est porteur de projet, c'est nous qui mettons en relation souvent le porteur de projet en lui-même, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, et le mettre en relation avec les artisans qui sont en conséquence. Voilà. Le métier est très large et il peut y avoir des défauts sur des analyses sur le bâtiment. C'est pour ça que il faut bien choisir aussi son architecte en fonction du projet qu'on va avoir. Voilà. Non, tu as déjà bossé, je présume, avec beaucoup d'architectes. Ouais, j'ai travaillé, c'est surtout à partir d'un certain volume. Par exemple, exactement dans le cadre où on est ici, si on était réellement sur une petite maison et tout ça, c'est là. Mais l'architecte, réellement, il a vraiment une place aussi de conseil. Ça veut dire, ce qui est très important à comprendre, c'est que l'architecte, c'est un peu comme les notaires ou d'autres, il a vraiment un devoir de conseil pour dire aux gens, écoutez, faites attention si vous allez dans telle direction, si vous prenez tel projet. Et en l'occurrence, il y a souvent des drames, et ça on peut le dire, que les gens disent, on passe sans l'architecte et tout, sauf qu'à la fin, ils se retrouvent avec des dossiers qui sont bloqués en amont et qui ne peuvent pas aboutir. Donc vraiment l'important de comprendre aussi, de ne pas avoir peur des architectes et tout ça, et de se rappeler qu'ils sont là et qu'ils ont une place très importante, parce qu'en fait, avant de réaliser quoi que ce soit
sur une maison, c'est bien d'avoir un bon conseil et de savoir la faisabilité. Avant même que l'architecte peut faire peur, mais il y a même globalement la phase conception qui peut faire peur. On a l'impression que ça va être beaucoup d'argent, que ça va coûter cher et qu'au final on pourrait se passer de ça pour gagner et faire plus de travaux. Oui, on peut essayer. Si c'est un petit bâtiment, le risque est peut-être moindre, mais en soi, c'est une prise de risque. C'est-à-dire que le métier d'un architecte, comme le métier des bureaux d'études, c'est justement de faire une phase conception en amont, de prendre le temps de réfléchir et de concevoir, justement pour qu'après ça se passe correctement et pas avoir de mauvaises surprises. C'est ça. Et puis ça vous permet, dans la phase conception, avant même, il y a des possibilités de dépenser peu, voilà, et de vous amener vers les bons interlocuteurs au moment de la phase de la conception. Donc ça peut être 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, jusqu'à 150 mètres carrés, vous n'avez pas besoin d'architecte, mais n'oubliez pas qu'on est là surtout d'abord en premier, c'est du conseil. Et on vous amène là où il faut. Même si vous ne faites pas la mission entière avec un architecte, allez le voir. Déjà, ça vous permet de vous rassurer, de savoir si vous allez dans la bonne direction et de vous amener les bons interlocuteurs que vous aurez en face. C'est-à-dire, il y a quand même, en France, il y a des gens qui peuvent vous amener sans que vous ayez besoin de dépenser beaucoup de sous au départ. Voilà. Bon, 10 minutes de présentation. Merci pour ce début. Alexandre, par quoi on commence quand on arrive ici? Qu'est-ce que tu voudrais nous montrer et sur quoi tu aimerais avoir une expertise? Par quoi on commence? C'est très vaste comme question. Par quoi on commence? On va commencer peut-être par le début du projet, c'est-à-dire créer une zone de vie où on puisse vivre, où en fait j'ai défini 100 mètres carrés de la maison, enfin du lieu, à faire dans les 10 premières années pour pouvoir en fait vivre et après étendre aux autres bâtiments. Voilà. Et tu projettes combien de personnes pour vivre sur 100 mètres carrés? Alors, la base de vie, 100 mètres carrés, c'est pour 4. Voilà. Et après, le but dans la bâtisse principale, c'est de faire 3 zones d'habitation. D'accord. Et dans les annexes, de faire de la zone d'habitation et de l'atelier. Et peut-être éventuellement après, des projets plus culturels, donc avec de l'accueil du public. Voilà. Ça vous paraît, les chiffres sont bons? 4 personnes, 100 mètres, jusque-là? La principale des choses qu'il a dit, c'est que déjà, il a commencé à se projeter sur un projet long terme. Et il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il est réaliste, mais parce qu'il est du bâtiment aussi. Donc il sait qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Et il vaut mieux avoir une zone sûre, saine, dans laquelle on peut aussi se reposer, parce que c'est primordial pour un si grand projet, pour après passer aux phases d'après. Et ça, c'est plus de la gestion psychologique, parce qu'un chantier, ça use. Et un projet comme ça use. Et il faut aussi que ça soit viable psychologiquement. Donc il faut avoir des zones qui sont finies pour avoir l'impression aussi d'avoir fini quelque chose. C'est important. Parce que si tu commences tout et que tu termines rien, c'est là où, à mon avis, ça doit commencer à... Ça cause de gros problèmes sociaux derrière, ouais. Et dans les couples et autres. Des tensions familiales. Alors, moi, je rebondis dessus, mais c'est exactement ça. Et je pense que les gens doivent bien comprendre, avant de partir sur des projets aussi gros, l'important, c'est d'avoir déjà un certain confort et un endroit où on peut venir, une zone où on peut se reposer, où on n'est pas sur un chantier. Parce que sur un endroit comme ici, si on commence à ouvrir 3-4 chantiers en même temps, ça ne sera pas possible. C'est voué gentiment à l'échec. Et le chantier n'a pas besoin d'être si grand pour faire ce système de phase. C'est-à-dire que quand on est non sachant ou non du bâtiment, même sur une maison de 100 mètres carrés, des fois il peut être bon de sectoriser parce qu'on aura énormément à apprendre. Donc déjà on va se faire la main dans une première zone et on va apprendre petit à petit et on ne va pas se lancer de partout. Même si c'est plus petit, parce que quand on n'est pas du professionnel, on a toute une partie, tout un travail en amont pour apprendre quoi faire, comment le faire. Puis la difficulté qu'on a ici, c'est que comme on n'utilise pas des méthodes, on va dire, conventionnelles, enfin, voilà, et du coup, en fait, c'est une expérimentation tous les jours. Donc on entame un projet, on voit comment ça réagit, et on est tout le temps en train d'essayer de réfléchir, et des fois je passe des journées juste à rien faire, juste à regarder mon projet, à me poser des questions, à regarder comment ça réagit, comment je peux faire, et je passe des fois des week-ends juste à tourner autour, et à me dire tiens là ça serait bien de faire ça, ici comme ça. Et il y a toute cette phase de réflexion qui peut paraître longue et improductive, mais qui pour moi me paraît important, et souvent je me lance dans les projets vraiment que quand j'ai une idée de comment je vais entamer les choses.
Je dis bien entamer parce qu'au cours des choses, de toute façon, je change toujours de façon de faire, voilà. Non, mais c'est quelque chose que je dis régulièrement en analyse. On est typiquement dans des projets sur du bâti ancien, qu'il soit petit ou gros, où en fait on aura réellement une vue globale du projet. Il nous faudra entre 3 mois et 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut, pour la gestion hygrométrique, il faut souvent plusieurs saisons pour voir comment ça se comporte. Des fois, on fait des modifications, on commence à enlever les ciments, on ouvre, on aère, mais on aura les réponses de savoir si c'est réellement efficace que 2-3 saisons après. Et donc c'est important de laisser le temps aux choses parce que les anciens faisaient ça aussi. Ils étaient à l'écoute du lieu et si on veut respecter le bâti et son comportement, il ne faut pas croire qu'on est plus fort et que toute solution va marcher dans tous les cas. Non. Ça vous dit, messieurs, juste, on avance un peu, les personnes n'aiment pas les plans fixes. Et Ward, justement, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, ça revient à la même chose, c'est-à-dire que on va partir du principe, comme dans tout, c'est les échecs font grandir et font évoluer, mais un petit échec est plus facile à franchir et à assimiler qu'un gros échec, et à réparer. Donc autant financièrement que psychologiquement, c'est-à-dire si vous prenez votre projet petit bout par petit bout et vous vous retrouvez avec une erreur sur votre première tranche, vous savez que vous n'allez pas la reconduire sur la prochaine. Et donc du coup, ça sera plus facile à réparer. Et là, il y aura une vraie expérience et une vraie connaissance du bâtiment. Messieurs, on va parler un peu histoire du bâtiment. Ça va intéresser. Sur ce genre de... J'ai fait quelques vues drone pour qu'on ait quand même notion. Sur ce genre de lieu, combien de personnes c'était à destination, je présume, c'était des fermes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire et petite question, est-ce que vous avez une idée en temps qui serait réaliste, c'est quoi, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce genre de rénovation de corps de ferme en général? Ouais, ou plus. Ça dépend s'il font tout, s'il fait faire, c'est combien de temps il peut y mettre. Voilà, moi, ma vision des choses telle que je la vois aujourd'hui, c'est que je fais tout moi-même et je me fais accompagner de professionnels qui veulent bien travailler avec moi sur le chantier. Voilà, c'est-à-dire que je participe à tous les chantiers qui sont réalisés. Mais de manière productive. Voilà, je fais pas que suivre, je veux apprendre en fait des artisans qui viennent et du coup on se complémente parce que moi j'ai des connaissances, eux ils ont des connaissances et on essaie de réfléchir ensemble et souvent des fois j'aime trouver des artisans en fait qui savent aussi confronter leurs idées et qui sont pas forcément sur leurs idées, sur leur savoir-faire et qui savent aussi potentiellement remettre en question plus globalement le projet. Et c'est ce qui était fait avant. Hein. Quand on est dans des fermes comme ça, les ouvriers comme les propriétaires participaient au chantier, étaient manœuvres au minimum, mais apprenaient parce que c'était un savoir qu'il va falloir étendre sur le reste après. Qu'il faut donner aux futures générations, il faut savoir apprendre à réparer en cas où il y a eu justement les ouvriers agricoles n'étaient pas là. Enfin, entretenir. Il faut entretenir. Il faut comprendre que ce genre de bâtiment, comme on le disait, c'est des bâtiments où il y avait 10 à 14 personnes qui vivaient sur le lieu, entre les enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. Chacun avait sa tâche. Et donc du coup, l'intersaisonnalité était là, on réparait les choses petit à petit, on réparait 30% de la toiture à une année, on faisait les enduits une autre année, on ne faisait pas tout. Et l'avantage, souvent, sur ces vieux bâtis, les maçons n'existaient pas. C'est souvent le fermier qui bâtissait. Le seul pratiquement artisan qui pouvait venir, c'était le charpentier et le couvreur. Qui était un vrai savoir-faire et que voilà. Ce genre de ferme, il y en a beaucoup dans le Lauragais et dans toute la région où on est. C'était des fermes avec beaucoup de gens qui vivaient. Il faut imaginer qu'il y avait, comme disait Ward, entre 15 personnes et une cinquantaine de personnes qui entretenaient les champs et qui vivaient ici. Et en général, les gens travaillaient les champs l'été et tout le reste, et tout l'hiver, toute la partie hivernale, ils s'occupaient des bâtiments. Il y avait un rythme qui était installé, et le prélèvement, on peut observer tout autour, que ici c'est que de la pierre des champs, que toute la matière de la construction qui a été utilisée était directement prélevée sur la colline et sur les environnements autour. Obligé, financièrement c'était pas possible autrement. Voilà, donc c'est vrai que si on reprend un peu l'histoire, c'est un endroit comme celui-là, il a besoin vraiment de retrouver une vision d'ensemble, et après, personnellement, c'est des endroits qui permettent d'accueillir plusieurs familles. Parce que vivre sur un immense endroit comme ça, et une personne entretenir un endroit comme celui-là, pour moi, c'est presque de l'utopie. Ouais, c'est carrément illusoire. Le but étant quand même, au fil des années, de réhabiliter des zones et de faire venir des gens quand les zones sont finies. Alors ici on a une zone d'habitation qui globalement à mon avis comportait 5 familles parce qu'on voit quand même en fait il y a 5 foyers de cheminées avec des éviers répartis ou des anciennes traces on va dire
d'évier qui nous permet d'estimer ça. Voilà. Excellent. Un four à pain commun que tu as filmé juste avant. Voilà. Donc le four à pain qui est énorme, hein, c'est vraiment, il devait y avoir du monde pour avoir. J'ai pas filmé la sole, on va filmer ça. Oui, c'est une dimension de four de village. Mais c'est possible aussi que ce bâtiment en soi était rattaché à une métairie plus grande et un petit seigneur ou un gros propriétaire terrien. Faut savoir que ici on est sur le territoire du château de Montfat en fait. Et du coup, le château de Montfat, c'était le territoire de la famille de Toulouse-Lautrec. Et du coup, Henri de Toulouse-Lautrec est né en face, dans le château. Ah, excellent. On peut imaginer que ça faisait partie de la famille, d'une famille noble qui possédait plusieurs métairies. C'est ça. Et du coup, Henri de Toulouse-Lautrec-Montfat, il s'appelle. Et Montfat, c'est la commune qui est ici. Voilà. Et donc, on a un chemin direct qui va au château de Montfat. Voilà. Comment vous voyez le... Donc on fait un premier tour, messieurs. Là, qu'est-ce que... On va vers où? On peut faire un tour de cette bâtisse qui est la grange. Ouais. En fait, la première année où on est arrivé ici, notre idée c'était de préserver le bâti. Et donc préserver le bâti, c'est refaire les toitures. Ici, on avait des grosses infiltrations, des poutres qui tenaient plus. Donc je me suis dit, si j'arrive à passer ce premier chantier, normalement le reste ça devrait découler. Voilà. C'était vraiment l'épreuve du feu, c'était savoir si je serais capable avec des artisans de pouvoir rénover une toiture et reprendre de la structure. Et une fois que j'ai passé ce cap, ça m'a rassuré dans le sens où si on arrive à faire ça, normalement tout le reste après... C'est à la fois un élément très technique. On disait tout à l'heure, il y avait quasiment pas de maçons et autres, et on a quand même parlé des charpentiers, qui était un métier qui existait parce que c'est peut-être la partie la plus technique, surtout sur du bâti ancien pour bien répartir les charges. Tu confirmes, Nono, je confirme. Charpentier de formation? En général, dans ce genre d'endroit, les compagnons itinérants, tout ça, circulaient de propriété en propriété, et on faisait appel à eux pour la partie charpente. Parce que c'est vraiment un paramètre où vraiment on faisait appel aux professionnels. Mais on peut regarder comme là, la structure qu'il y a au-dessus et tout ça, c'est pas de la structure faite par des charpentiers. On voit bien que les ouvriers étaient polyvalents. Il faut imaginer qu'avant, le monde de la polyvalence, les gens étaient polyvalents. Le monde où on vit aujourd'hui, c'est le monde de la spécialisation. Mais avant, les gens étaient polyvalents. Donc il faut imaginer qu'ils restauraient les bâtiments, c'était vraiment un rythme des saisons. Les gens vivaient avec les saisons, et il y avait un temps pour travailler les champs, et il y avait un temps de repos, et le travail était souvent fait l'hiver. Voilà. On est typiquement dans le cadre de ce bâtiment, et je pense que ça a été le cas de la grange juste avant, où en fait là on est dans de la sauvegarde. C'est-à-dire que même sans parler de remettre en fonctionnement le four, si on prend un peu plus de recul, là actuellement il y a une urgence de le remettre hors d'eau. Alors ça c'est un des prochains chantiers qu'il faut que je fasse, que j'ai déjà reporté l'année dernière parce que j'ai eu des problèmes d'approvisionnement en bois et de temps. Voilà. Parce qu'on a attendu que le cours du bois redescende parce que là il faut acheter du bois. Voilà, globalement. J'allais te dire, il n'y a pas énormément de bois. On voit quelques arbres derrière, mais il n'y a pas beaucoup de bois ici. Non, il y avait très peu d'arbres quand on est arrivé. Il y a des très anciens arbres, comme on peut le voir, les deux gros chênes et tout ça, mais il y a peu d'arbres fruitiers. On voit que l'habitation était plus habitée depuis déjà un moment quand on est arrivé. Je pense que les modifications des 50-60 dernières années ont aussi potentiellement modifié le paysage. Mais là, on est typiquement sur un bâti où en fait, chaque année, sans rien faire, va conduire à potentiellement la perte du four. En sachant que même le four a déjà commencé à prendre, et ça ne sera pas certain qu'il puisse être sauvegardé, au sens où la clé centrale, Ewan est allé regarder à l'intérieur, et déjà, elle est déjà abîmée. Donc moi, là, c'est le figuier qui m'impressionne. Alors on le coupe tous les 2 ans. Tous les 2 ans, je le coupe. Mais ça veut dire que ça fait vraiment très longtemps. Ça. Il a quoi? Il a peut-être 10-15 ans, un figuier comme ça? Oh, ça va très vite à pousser. Après, s'il y a de l'eau, ça pousse très vite. En 5 ans, on peut avoir... Ah oui, donc... un figuier, de l'eau et tout. Lui, là, il a l'eau de la toiture. Il est parfait, lui. À moindre orage d'été, il a arrosé. Dans un bâti, on pourrait conserver l'arbre parce qu'on se dit on aime les arbres. Là, du point de vue sécurité de bâtiment, c'est typiquement, on prend quelques branches, on en replante plus loin. Si on veut les figuiers et qu'on aime les figues, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas dans les bâtiments. Il y a un gros problème avec le figuier, on va être très clair. Le figuier, le système racinaire du figuier suit toutes les veines d'eau. Donc c'est pas compliqué, il suffit que l'eau s'infile dans les murs et les racines rentrent dans les murs. Donc ça, c'est un gros problème le figuier. Que dès qu'on est en partie bâtiment, c'est l'arbre qu'il faut
éviter au maximum, il faut le supprimer. Voilà. Ouais, pas le tailler, le supprimer. Le supprimer, c'est-à-dire on dessouche, on enlève le maximum de racines. Là, vu qu'il est on doit être en terre battue dessous, donc c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de dalle, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ciment. C'est un gros travail, mais le figuier sur du pourtour de bâtiment, c'est très dangereux. Moi, je parle aux charpentiers et à l'ébénistes. Là, est-ce que le bois de figuier il sert à quelque chose Non, il a Manger des figues. Ouais. Non, le figuier n'a aucune densité, il n'est même pas utilisé en ébénisterie. Je pense que c'est vraiment un bois qui ne sert pas dans tout le domaine. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la configuration où ils sont venus mettre les dépendances et les parties annexes contre le pignon qui est aux intempéries. Et c'était une façon de protéger la bâtisse des intempéries. Donc les anciens avaient toujours un sens logique dans la conception des bâtis de cette époque-là, hein, pas comme ce qu'on a à côté, où ils venaient vraiment protéger. Et même chose au niveau thermique et tout, on a vraiment un vrai gain de protéger le pignon ouest, en tout cas chez nous. Le pignon nord-ouest, c'est bien de venir... On est dans une zone où en fait, il faut resituer les choses, le sud est là-bas. Donc en fait, on a une grange qu'on a filmée au début, qui est là pour protéger des vents d'automne, qui viennent du sud-est. Et on a cette grange-là qui est pour protéger des vents du nord-ouest. Dans l'autre sens. Et donc de la pluie et autres, parce qu'en fait, dès qu'on a de la pluie, elle tombe en biais, et c'est là où on a des grosses infiltrations. Il faut se rappeler que pourquoi on faisait des petites ouvertures avant? Parce que le verre coûtait cher. Et pourquoi on ne mettait pas des ouvertures au nord-ouest ou des choses comme ça? Parce qu'on ne savait pas faire les fenêtres étanches. Donc c'est pour ça qu'on avait préférence. De base, on mettait toujours les bâtiments au sud. Et suivant les vents, hop, on venait le tourner d'un côté ou de l'autre pour se mettre perpendiculaire à l'axe, enfin parallèle à l'axe du vent, justement pour éviter les problèmes d'étanchéité, parce que sinon c'est une entrée de froid. Alors moi je suis assez embêté pour l'instant, vous êtes tous en train d'acquiescer, il va falloir un petit bateau. Alors après on peut rajouter des choses, par exemple on parlait de professionnels, les charpentiers, souvent sur les annexes c'est pas le charpentier qui venait, hein. C'est un rajout qui a été fait par les habitants, les utilisateurs du lieu, donc du coup voilà. Et donc du coup ça se voit parce que les charpentes sont un peu moins de bonne qualité, elles sont souvent dégradées. Pour la petite histoire, ça c'était debout quand on est arrivé. Voilà. Ah. Ça c'était debout quand on est arrivé, c'était surété, donc la charpente tenait plus, donc il y avait des voies d'eau, et en fait un jour ça s'est effondré, et le mur ici en fait est parti par le poids de la charpente. Ah oui. Ouais. Voilà. Nono, c'est quelque chose que tu vois souvent toi sur les charpentes, ça s'effondre au bout d'un moment? C'est normal parce que du moment qu'il n'y a plus la couverture, c'est quand même l'élément le plus important. Et que la dégradation peut se faire très vite. Après, ce que je peux quand même regarder, c'est que la partie, même si c'est des parties agricoles, elles ont quand même des génoises. Alors c'était un système avant, aujourd'hui on fait des ceintures en béton pour ceinturer les bâtiments, mais les anciens avaient trouvé une technique assez simple et ils faisaient des ceintures. Les génoises servaient à ceinturer le haut des murs pour pouvoir, alors c'est pas comme une ceinture en béton ferraillé, mais il y avait un système d'empilage avec une tuile et une briquette. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que directement, si on voit 2 rangées de génoises, c'est que ce bâtiment était rallié à un endroit où il y avait déjà, je pense que c'est une métairie du château, on en a parlé tout à l'heure. Ça faisait partie, à l'époque, les châteaux avaient de 3 à 5, 10 métairies qui travaillaient pour un château, pour un noble. Donc, à l'origine, on voit bien qu'il y a des pierres de taille. Il y avait un autre intérêt aussi aux génoises. Hein. Ouais. Quand on les regarde là, et c'est un bon exemple ici, c'est qu'on voit le premier rang de génoises, de tuiles qui traversent. Ça servait en fait à ventiler, la remontée capillaire se faisait à travers le mur, et en fait les génoises avaient vraiment, c'est pour ça qu'elles étaient ouvertes à l'extérieur, c'était vraiment pour que l'air passe à travers et vienne assécher le mur. Donc on avait de l'eau et on savait très bien la gérer. C'est juste que on la faisait monter et on la ventilait en tête. Dis-moi, tu dis à l'époque, Alexandre, petite question, peut-être Warren ou peut-être un de vous deux aussi, messieurs, c'est quelle époque ça alors? Parce que tu dis à l'époque, mais c'est quoi? C'est 15e, 14, 16e? On n'a pas de date précise, parce que je pense qu'il y a toujours eu de la vie ici, depuis toujours. Voilà. Globalement, c'est un lieu... Qu'est-ce qui te fait dire ça, excuse-moi? C'est un lieu où il y a de l'eau, c'est prédominant, c'est au bord d'un axe qui a toujours existé, l'axe Castralby, globalement. Donc pour moi, il y a toujours eu de la vie ici. Après, savoir dater les bâtiments, c'est compliqué parce que c'est un empilage de... Ouais, ils ont été modifiés un nombre de fois, ouais. C'est quasi impossible. Ouais, vous voyez les... Bon, alors moi, je vois bien sûr l'espèce de briques là, mais Nono, tu arrives à lire pas mal de raccords dans tout ce qu'on voit Eh ben, on voit toutes les époques, mais je pense... Alors pour revenir à ce qu'il disait, c'est que l'implantation peut être extrêmement vieille. Parce qu'on est vraiment sur des zones où depuis très très longtemps il y a vraiment des implantations. Sauf que à chaque fois été rajouté, les époques sont venues, ce qu'on voit là, ici,
c'est les modifications qui ont été faites au début du siècle dernier. Allez, à vue de nez, à vue l'époque de la brique, on voit quand même déjà des ceinturages en béton. On voit toute une partie, si on observe de ce côté-là, je pense que tout le bâtiment est parti. Et Warren, ça t'est déjà arrivé tu te lances dans un dessin, une reprise, de dire bon, on rase tout. Je vous avais déjà posé la question, messieurs, je crois. La première, ça t'est déjà arrivé? Dès qu'il y a du péril. En général, dès qu'il y a du péril, j'ai tendance à dire que là, oui, là, à un moment ou à un autre, c'est dangereux. Voilà. Et après, en dehors de ça, j'évite au maximum parce que le bâtiment est là. Justement, je voulais voir entre vous deux, là je profite entre l'archi et Nono, quand il y a du péril, tu t'y prends comment? Tu tapes à coups de bâton avec une perche télescopique? Comment on fait justement? S'il y a du péril, on fait une demande de démolition. Donc carrément. Oui, c'est une demande obligatoire à faire en mairie. Hein. Avec un engin et tout, quoi. Et puis il faut avoir toutes les sécurités, il faut que ce soit fait convenablement. Hein, si on Alors là, j'ai pas fait, je l'ai fait à l'artisanat, à la démolition, j'ai pris une pelle mécanique et tout ce qui était, je l'ai foutu là. Ouais, mais c'était déjà démoli. Là c'est la mise en sécurité suite à démolition, c'est-à-dire que c'est tombé tout seul. C'est-à-dire que dès qu'après nous on voit que c'est en train de tomber, justement pour éviter des accidents, imagine, tu aurais été sur le lieu et puis ça serait tombé sur toi. Ça aurait été délicat. C'est là tout l'intérêt aussi de faire des constats du bâtiment, de dire attention, là on est en danger. Voilà, là on est en danger, il faut faire quelque chose. Soit dans un premier temps on s'aperçoit que c'est possible de le rénover, de le réhabiliter, donc on met en sécurité, on étaye, voilà, il y a on met des ceintures, c'est-à-dire qu'on remet des ceintures en haut, on protège les murs en attendant que la toiture soit faite. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on met des parements de protection sur le haut des murs pour éviter que l'eau s'infiltre par le haut, parce que voilà. Et donc du coup voilà, et après, on va voir la façade. Et après dans un dernier temps, et si vraiment c'est trop dangereux et trop coûteux, des fois c'est malheureux mais il faut démolir. Alors pour l'histoire, quand je suis arrivé, du coup j'ai vu que c'était un péril, j'ai déchargé les tuiles, j'ai enlevé toutes les tuiles, j'ai mis les plaques que vous voyez derrière. Hein. Oui, voilà. Tu t'y attendais à ce que ça tombe, Alexandre? Et ça c'est toute la charpente du coup qu'on a récupérée, voilà, de cette démolition. Il y a un petit truc intéressant, tout à l'heure tu disais, de temps en temps tu fais le tour et tu prends le temps. On va revenir légèrement en arrière, tu vas voir un truc. Ouais. Et pourquoi c'est important d'observer? Ouais. Parce que c'est un cas type. C'est tombé, il a géré les eaux, il a pensé que c'était fait et donc il a pu se concentrer sur autre chose. Et typiquement là, on a un déboîtement de gouttière. Donc ça veut dire que là on concentre toutes les autres toitures à cet endroit-là. Ouais. Et donc en fait, pensant qu'on a réglé ce sujet et qu'on peut aller ailleurs, si on ne fait pas le tour régulièrement, cette petite chose-là vient concentrer toutes les eaux ici. Et en fait, on vient user prioritairement tous les liants dans ce mur-là. Et en fait, on va accélérer la suite de la détérioration. Pour pas grand-chose, juste un déboîtement de gouttière. En plus, la partie de la façade, à mon avis, et toute la partie de la façade du bâtiment est tombée. Là-bas, c'est beaucoup plus vieux, le bâti qu'on a de ce côté-là, que toute cette partie ici. Et bien, de toute façon, on voit aussi le linteau en béton qu'il y a au-dessus. Et ils ont vraiment, donc là, on a déjà structurellement un lien qui a été remaçonné. Donc c'est sûr qu'encore une fois, de bien vérifier, parce que entretenir la partie, il y a quand même une règle d'or que si on veut maintenir des bâtiments qui n'ont plus de couverture, au minimum, le minimum, c'est de maintenir qu'il n'y a pas d'infiltration par le dessus du mur. Ça, on le sait très très bien. Un bâtiment comme celui-là, il peut rester des années ouvert du moment qu'il y a au-dessus l'étanchéité qui a été faite. Faites un mortier de chaux hydraulique, un peu de tuiles ou autre. Ouais, voilà. Tant que ça tient, on repose et voilà, on peut reporter. Ça continue à s'abîmer, c'est certain, mais beaucoup plus lentement. Et par exemple, j'ai repris tous les joints ici à la chaux. Parce que du coup, il y avait tout l'enduit s'était barré, les pierres, il y avait du jour entre les pierres et tout ça. Donc j'ai balancé de la chaux juste pour colmater et pour stabiliser. Alors je sais pas si c'est bien fait, mal fait, si j'ai eu tort ou pas. Mais alors je pense que tu as utilisé de la chaux hydraulique. Oui, vu la couleur. Voilà. Ouais. C'est pas l'idéal. Et Warren, je te vois regarder depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ils ont déjà le constat. C'est ce que je dis, on est très complémentaires. On fait souvent des mêmes constats quand on arrive. Ça fait partie de l'analyse, voilà. Donc voilà, ça c'est une petite erreur, c'est récupérable. Il a essayé de sauvegarder le problème. Ça va engendrer, ça va être une remontée capillaire qui ne peut pas s'évacuer parce qu'on est en chaux hydraulique. Hein, ça c'est un deuxième problème. Donc du coup, on a éliminé l'apport d'eau venu de l'extérieur. Par contre, on n'a pas éliminé l'apport d'eau qui arrive par le sol. Et donc du coup, il ne s'évapore pas et on se retrouve encore avec un problème d'humidité et un problème d'eau.
L'eau dans le bâtiment, c'est pour ça qu'on dit que les toitures sont les plus importantes et que gérer les façades, gérer tout ça, c'est très important. L'eau peut être un très bon ami, mais peut être aussi un grand ennemi. Voilà. Donc ça. Et ici, on revient sur le lauragais qu'on connaît très bien et tout ça. Les pierres ici sortent des champs et elles ont une différence de densité, mais en général, c'est une densité qui est très faible. Et si on peut observer tous ces bâtiments, on voit les restes d'enduit. Là, par exemple, on le voit, on a 2 taches d'enduit, même ici au-dessus. Ce qui est important, c'est que ces bâtisses-là, la plupart étaient enduits par-dessus pour que réellement puisse être évacuée l'humidité. Oui, l'enduit, il a 2 fonctions. Il protège à la fois de l'eau qui vient de l'extérieur pour pas qu'elle tape directement sur la pierre et qu'elle l'érode et qu'elle l'use. Mais il a aussi une fonction, quand c'est des enduits en chaux aérienne ou en terre, de prendre la capillarité et vraiment de la répandre sur la surface pour l'évacuer. Il faut de l'eau dans un mur ancien. Il faut la réguler en fait. Il faut qu'elle la traverse parce qu'il en faut. Là, on le voit sur ce mur-là. On est sur des liants en terre, au milieu des pierres. On n'a quasiment pas de chaux. Alors là, il y a eu des reprises au ciment à l'extérieur. Mais quand on est dans l'intérieur du mur, c'est que de la terre. Et donc en fait, pour que l'argile dans cette terre reste collante, il lui faut un peu d'eau. Autrement, elle tombe en poudre. Oui, c'est ça ce qu'on voit dans les vieux bâtiments. Okay. Pour donner une vraie image, c'est un peu comme le corps humain, je l'ai déjà dit souvent. C'est la peau qui nous permet au corps de fonctionner et de réguler et de transpirer et de respirer. Donc c'est vrai que la plupart, on va observer, mais on voit bien que même les bâtiments, les dépendances étaient enduits et avaient des génoises. Donc à l'origine, le bâti, on voit beaucoup de rustines qui ont été faits depuis une bonne centaine d'années. Mais si on observe déjà, par exemple, le bâtiment, on voit bien qu'il a été bâti avec vraiment des bonnes énergies, avec de l'argent au départ. Et puis il faut arrêter de toujours voir la pierre apparente. Voilà. Ça c'est une anomalie. C'est une anomalie qui a été depuis le 19e siècle. Alors, il faut comprendre par exemple que même les églises, tout était enduit, tout était peint. La pierre blanche de l'arrivée du 18e et du 19e siècle est une erreur, c'est une hérésie, c'est un gros problème. Si on ne protège pas le bâtiment, on se retrouve avec... la pierre apparente c'est beau, certes, mais c'est... Et encore à l'intérieur, et encore. Et encore. C'est-à-dire que si on est sur un mur de refend, oui. Si sur un mur qui est en apport directement en extérieur, ah non. Alors faut pas dire ça à ma mère parce qu'elle adore la pierre apparente. Non, mais c'est super. En fait, c'est toujours une balance entre tout. C'est-à-dire que on peut avoir de la pierre apparente à l'intérieur dans certains cas. Déjà, il faut se dire qu'il faudra quand même juste développer sous certains cas, parce que là, je pense qu'on va... Il faut avoir une prédominance de joints à la chaux pour des questions d'étanchéité à l'air, parce qu'un mur en pierre n'est pas étanche. Le courant d'air arrive à passer. Si on est en intérieur, chaux aérienne. On s'embête même pas, ou terre. Okay. Mais des matériaux ultra perspirants. Après, si on est légèrement enterré de ne serait-ce que 10-20 cm, si on a des arrivées d'eau, là on est sur un terrain où on a beaucoup d'arrivées d'eau de la partie au-dessus vers ici, c'est un moment où ça va commencer à être primordial d'avoir des enduits sur quasiment toute la surface potentiellement pour arriver justement à évacuer cette eau. On disait l'enduit a 2 fonctions. Il a aussi une fonction de réguler l'humidité dans le mur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut entre 3 mois et 3 ans et il faut commencer par phase les choses, parce que la réponse elle est jamais exacte. Il faut essayer dans une zone, voir la saison d'après, généralement en janvier-février quand les nappes sont bien pleines en temps normal et qu'on a commencé à arriver à avoir beaucoup d'eau et de nappes subaffleurantes ou d'eau en surface, de revoir le comportement du bâtiment pour savoir si la solution qu'on a fait 6 mois, 1 an avant est réellement fonctionnelle dans ce cas-là. J'ai une petite question, messieurs. Déjà, merci, c'est ce que je voulais entendre. Là, il y a de l'info, j'adore. Nono, tu peux nous faire un petit rappel en 1 minute pourquoi on utilise la chaux hydraulique, pourquoi de l'aérienne? Alors, c'est très très simple. La chaux aérienne, c'est la roche de calcaire pure, exempte d'argile. Donc, dès qu'elle va être, on va considérer qu'elle est hydraulique, c'est parce qu'elle a de l'argile dedans. Donc ça veut dire que la chaux aérienne, c'est la roche calcaire la plus pure possible. On parle même de fleurs de chaux. C'est de la chaux vivante. Alors ça, c'est le processus. Ouais. Mais déjà, à l'origine du choix du caillou, la veine de caillou, pour avoir de la chaux aérienne, il faut avoir un calcaire qui est exempt d'argile. Du moment quand on parle de chaux hydraulique, c'est parce qu'il y a une dose d'argile dedans. Et plus on augmente la dose d'argile, et plus on est hydraulique. Sauf qu'avant, les anciens, je l'ai déjà dit souvent, ils cuisaient la chaux avec le bois. Et donc, ils ne pouvaient qu'obtenir des chaux aériennes, des fois légèrement hydrauliques, mais on avait en général tous les anciens bâtiments avant l'ère industrielle étaient bâtis à la chaux aérienne. Parce que dès qu'il y a de l'argile, c'est plus dur imperméable, l'argile est quelque chose d'imperméable. Ça peut être intéressant en extérieur.
parce que ça peut être plus résistant qu'une chaux aérienne, parce que les anciens travaillaient qu'à la chaux aérienne parce qu'ils avaient que ça, mais ils entretenaient les façades. On disait tout à l'heure, ils avaient des cycles d'entretien, donc ils refaisaient régulièrement les façades. En moyenne, une façade, c'est tous les 120 ans, si elle a été faite correctement. C'est une moyenne, je donne une moyenne. Hein, ça et peut encore être une plus... exposée, c'est moins. Voilà, alors c'est vrai que la problématique des anciens, et on revient à l'exposition des bâtiments, sur les pignons ouest, où il y avait beaucoup d'humidité, le problème c'est que la chaux aérienne, elle subissait les intempéries, et vu qu'ils n'avaient pas de chaux hydraulique et d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils appuyaient d'autres bâtiments sur la partie qui était la plus extrême. Mais la règle générale, on le répète, tout bâtiment ancien, dans la logique, doit avoir sa peau. Voilà. Écologique. Ouais, mais on peut aller plus loin. Si on va vers le Pays Basque, tout le monde connaît le Pays Basque avec leurs jolies maisons, avec leurs chaux blanches, etc. Il faut comprendre qu'il y a des empreintes de l'Atlantique qui arrivent, et il faut comprendre que tous les 5 à 10 ans, ils refont des laits de chaux, ils refont leur enduit extérieur. Comme en Grèce, que leurs maisons sont toutes blanches. Santorini, voilà. Voilà, on prend des exemples, mais du coup, alors l'identité du bâti basque est très forte, et du coup, ça s'entretient et tout. Chez nous, ça s'est perdu, alors que ça, partout en France, dès qu'il y avait des moyens, on enduisait. Il y avait un entretien, et on faisait un tiers, voilà, un tiers telle année, un tiers 5 ans plus tard, voilà. Il faut bien comprendre que c'est des cycles, et c'est un coût, voilà, c'est un coût, voilà. Et donc du coup, comme il disait, il y a le choix maintenant, on a de la chaux hydraulique. Il faut savoir l'utiliser au bon endroit, au bon moment. Et pas en surdose. Et pas en surdose, surtout. Ouais. Même à l'extérieur, on peut la mélanger à de la chaux aérienne pour garder un maximum de perspirance. Ça peut permettre, en fonction des façades, de faire différents mélanges pour, aux endroits où on peut se le permettre, être plus perspirant, parce que c'est que mieux. Et aux endroits où on n'a pas le choix, on augmente un peu la dose, on met de la chaux hydraulique et on augmente un peu la quantité dans le mélange pour justement contrer le fait que ça va s'éroder et ça va être aux intempéries. Pour résumer, ciment proscrit, chaux hydraulique à petite dose et principalement chaux aérienne. On est dans le bâti ancien. La première des règles, c'est... Voilà, tu viens de tout dire. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui a été bâti de toutes ces générations-là, ils ont été bâtis à la chaux aérienne. Et en fait, la règle, c'est une histoire de densité aussi, ou à la terre, directement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment au niveau densité, en plus on le voit bien, c'est des bâtiments qui peuvent durer de très 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 longtemps. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'ils sont durs, ils sont justement plus faibles en densité, qui leur permet vraiment d'interagir et de durer dans le temps. L'exemple type, c'est ce qu'on a au-dessus de nous. On a un linteau en ciment sur un bâtiment ancien et qui, en réalité, va créer plus de problèmes que de solutions. Parce que le ciment est trop rigide par rapport à un bâti qui, lui, est faible. Et que si maintenant il y a une contrainte qui se passe, c'est simple. Vu que le ciment est plus dur que le reste, c'est le bâtiment qui va pâtir à côté. On peut observer que tous les linteaux sont en bois sur les anciens bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'on est sur quelque chose qui est capable de vivre avec l'ancien... Voilà, exactement. Puis le prix aussi. Hein, et le prix. Mais en réalité, à part sur les endroits où il y avait des pierres de taille et tout le reste, en général, on utilisait le bois parce que ça fonctionnait bien avec les anciens bâtiments. C'est compliqué parce que quand on va commencer à rentrer dans les apports solaires ou des choses comme ça, sur les façades bien exposées, on va aimer les grandes ouvertures. Et pour nos vies modernes, on aime les grandes ouvertures aussi pour voir l'extérieur. Et donc en fait, il faut se dire que des fois, il vaut mieux avoir plusieurs portes-fenêtres de simplement 1,50 m, 1,80 m de large grand maximum, avec un pilier entre chaque, qu'une très grande ouverture qui, elle, va avoir énormément de charges structurelles, qui va amener énormément de contraintes au mur périphérique. Et donc, en fait, si on se projette à très très long terme, à 50, 100 ans, et ben en fait, on est en train de faire un choix qui va détériorer le bâti. L'idée, c'est que moi, je veux pas que le mec qui vient derrière moi, il ait tout à reprendre et qu'il ait tout à refaire. Je suis même à la réflexion de mettre des canalisations en grès pour pas enterrer du PVC et pour que... Moi, je suis très inspiré par les Romains. Les Romains, ils ont fait des constructions aujourd'hui qu'on utilise encore dans certains cas. Voilà. Oui. Et que même des installations techniques qu'on utilise encore dans certains cas. Voilà, si on parle de Romains, il faut savoir que tout ce qui est civil a disparu. C'est-à-dire tout ce qui reste de Romains, c'est-à-dire c'est de l'administratif ou du temple. Donc il faut savoir où a été porté. Voilà. Donc on est d'accord. La vision qu'on a de long terme, voilà, quand on a un empereur romain qui construit quelque chose, qui construit une ville, il y met son empreinte, d'accord ? Alors ça c'est de l'ego personnel. Ça a créé des choses, voilà, hein, on parlera des fondations romaines dans un autre temps, il y a des choses incroyables qui ont été construites.
À la base, il faut bien comprendre que les fermes telles qu'elles ont été greffées, je ne pense pas qu'ils étaient à ce point-là. Eux, leur premier primeur, c'était pour son enfant ou pour son petit-enfant. C'est bien de voir durable, c'est bien aussi de voir le projet économique. Et des fois, il faut faire des choix et se dire, bon ben voilà, 50 ans, c'est déjà une bonne moyenne. Il faut quand même se dire qu'actuellement, la plupart des gens construire des maisons neuves qui ont duré 20 ans, sur un crédit qui va durer 20 ans. Donc il faut un peu voir où on en est, quoi. Il y a une autre chose qu'on voit clairement, ça veut dire qu'avant, les encadrements sur cette bâtisse étaient tout en pierre de taille et tout ça, ou en bois. Et donc là, ils ont vraiment utilisé, on voit vraiment l'ère industrielle qui est arrivée. Après, là-dessus, je suis pas, c'est pas dramatique parce qu'en réalité, ils ont vraiment travaillé correctement. Et ça veut dire structurellement, on voit bien que ça fait quand même, combien on a dit, voilà, ça a presque une centaine d'années et le bâtiment est propre. Et on est du côté où au final, on est sur une pente descendante, on est du côté le plus bas. Et en fait, les problèmes d'humidité sont potentiellement plus de l'autre côté que de ce côté. Et donc, en fait, c'est potentiellement pas si problématique que ça. Ça aurait été fait de l'autre côté, on aurait des dégâts peut-être plus importants en termes hygrométriques, on aurait des pierres qui seraient abîmées, parce que ce type de pierre-là, alors très sableuse... on a le problème ici, par exemple. Ouais, on a des entrées, là. Là, on avait une voie d'eau, je ne sais pas d'où ça venait exactement, j'ai à peu près résolu le problème. Mais ici, on voit que toutes ces pierres-là, elles ont été déchaussées. Je ne sais pas comment traiter. Alors là, il faut rebâtir simplement avec le mortier. Ben tiens, regarde, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a les enduits, donc on a l'ancien enduit à la chaux aérienne. Et là, on reconnaît bien, on le voit bien. Alors, il est très faible en densité, mais en réalité. Et là, ici, pour moi, vu la gueule et vu le truc, c'est simplement, il devait y avoir une grosse fuite d'eau là-haut. Et en fait, c'est la goutte d'eau et sûrement les coulures qui sont venues nettoyer les joints. Là, il ne faut surtout pas faire l'erreur classique qui a été fait depuis les 100 ans, c'est repartir avec du ciment et quelque chose d'extrêmement dur. Normalement, tu devrais rebâtir avec la même densité. Enfin, rebâtir, là tu rebâtis même non, pas, tu refais rejointoyer, tu laisses ce qui est là, ça tient. Et c'est d'ailleurs tout le débat quand on a une façade comme ça avec du ciment. Si on n'a pas de problème d'humidité, là si on veut commencer à trop piquer ça, en fait on a un risque d'abîmer le mur. C'est-à-dire qu'on va commencer à déchausser les pierres et autres. Et des fois on va même, Nono va même jusqu'au point de ne pas utiliser les perfos pour lever les enduits et le fait plutôt à l'eau. Exactement. Alors. Ouais, pour éviter de déchausser les pierres. Au Karcher avec une rotative. Ouais. Et ce qu'il vient de dire, je rebondis sur ce que dit Ben, quand on travaille sur des bâtis anciens comme celui-là, là ce qu'on a fait depuis des années, la méthode qu'on a utilisée, on part sur un Karcher avec une rotabuse, avec quelque chose qui va pulser l'eau. Et l'intérêt, c'est surtout pas creuser les joints, c'est de revenir sur la face de la pierre. Donc en fait, en réalité, si maintenant on utilise des outils à percussion, marteau-piqueur, tout ça, au pire, alors, au mieux, vous utilisez une piquette à l'ancienne. Et après, pour venir vraiment pouvoir creuser un tout petit peu le joint, on vient directement avec un Karcher. Ne pas faire l'erreur qui a été faite les 100 dernières années, c'est de vouloir utiliser un mortier, tiens, exactement ça là. Ouais, les pétasses. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit on va tenir les pierres. Ici, on est sur des pierres sableuses. Donc à partir de là, le problème, dès qu'on va faire un apport de chaux hydraulique ou un apport de ciment, le ciment va rester, mais c'est la pierre à côté qui va se dégrader. Ouais. Donc obligatoirement, pour soigner, parce qu'on parle bien de soigner un mur, on doit rester sur la même densité. Et surtout pas avoir une densité supérieure à la pierre qu'on a. Pourquoi on enduit les murs? C'est parce que là, on est sur, comme beaucoup d'endroits, on est sur des pierres qui n'aiment pas le trop plein d'eau. Et le fait qu'elles aient été potentiellement bloquées ou qu'elles aient eu potentiellement trop d'eau, et ben en fait, elles deviennent friables. Ok, laisse-lui du mur quand même. Non, mais c'est là où c'est important de dire, un enduit, ça sert à quelque chose. Autant quand c'est de l'eau qui vient de l'extérieur que quand c'est de la perspirance et autres, il faut des enduits parce qu'en fait, on est en train d'abîmer la matière. Là, pour l'explication, j'ai quand même l'arrivée des eaux. Donc là j'ai un regard qui va vers la fosse septique qui est là. Donc c'est potentiellement lié à ces modifications qui ont été faites dans les années 90. Qui ont été percées. C'est ça. Là, sur l'intérieur, ils m'ont fait une dalle en béton. Voilà, pareil dans les années 90 quand ils ont mis des toilettes ici. On va essayer de... Voilà. Ouais. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est des toilettes, c'est des WC. C'est ça. Okay. Et là, c'est les premiers enduits que j'ai fait dans la maison, c'était pour faire des tests. Voilà. Donc là, je me suis amusé à tester des sables, à tester des chaux. C'est ça qui est intéressant dans les tests, c'est qu'on peut voir aussi le comportement.
Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, bon alors c'est un espace qui n'est pas chauffé, pas fermé totalement, mais au final, il perspire pas assez cet enduit, parce qu'on a une concentration de remontée d'humidité plutôt à la jonction entre l'enduit et la pierre là. C'est pour ça qu'on a des démarcations plutôt dans ces zones-là. Ouais. Ça veut dire qu'en fait l'enduit ici n'est pas assez perspirant pour ce mur-là, par rapport à la quantité d'eau qu'il y a eu au moment où il y avait trop d'eau. Comment ça se décide ce genre de choses? Eh ben, c'est là où il n'y a pas de règle automatique. Et c'est pour ça que faire un test dans un coin et attendre la saison d'après pour voir comment il se comporte, c'est là où c'est intéressant. C'est typiquement un enduit qu'il faudra refaire parce qu'en fait, il n'est pas assez perspirant. De toute façon, on le voit, il s'effrite pas du tout. C'est marrant parce qu'on peut aussi rajouter un élément. Les Romains, ils mettaient sur toute la base des fondations, ils faisaient un apport de briques pilées. Et qui était hyper intéressant parce qu'elle augmentait la capacité de réguler l'hydrométrie des murs. Là, on est vraiment dans le cadre typique de ce qu'il faut pas faire, entre guillemets. C'est que... Non, mais c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est beaucoup trop dense. On est sur un matériau qui est beaucoup trop dense et qui a en réalité, je pense qu'il y a un apport de ciment ou de chaux hydraulique excessif dedans. À mon avis, c'est que de la chaux hydraulique. Voilà, donc en fait on revient sur le même problème, le soin, on va le répéter tout le long, ce genre de bâtiment, on travaille avec la chaux aérienne, mais des fois la chaux aérienne n'est pas suffisamment pour enlever le salpêtre. Moi je conseille aux gens de faire un apport de briques pilées dedans qui permet d'augmenter la capacité de réguler l'hydrométrie. Moi j'ai une question, comment tu piles la tuile? Parce que j'ai essayé, j'en avais plein, je me suis dit je vais faire de la tuile pilée, j'ai jamais réussi. Ça c'est tout nouveau dans le système qu'on a aujourd'hui, on peut réaliser qu'on voit des sables recyclés. Et depuis quelques années, on n'arrête pas de voir ces nouvelles méthodologies, on est en train de rebroyer les bâtiments pour recréer du sable. Donc c'est vrai. Concasseurs? Ouais, des concasseurs. Il arrive de plus en plus dans le marché. Alors c'est vrai que pour un particulier, c'est ça. Moi j'aimerais bien utiliser mes matériaux ici, mais voiture. La voiture. Oh, j'ai un tracteur, il faut dire. Je peux. Voilà, on peut essayer le tracteur. On peut se permettre aussi d'utiliser des tamiseurs, et quelle finesse faut atteindre pour pouvoir faire. Alors la finesse, c'est par rapport à une finition. Si tu travailles sur un bâti et que tu es sur un corps d'enduit, l'intérêt, c'est que tu peux utiliser même des granulométries jusqu'à 0,1, jusqu'à plus. L'intérêt, en tout cas, moi, les tests que j'ai faits sur des zones extrêmement humides, quand on fait un apport d'agent pouzzolanique ou de briques pilées, on peut vraiment augmenter la capacité, la chaux de réguler. Bon là, apparemment, il y aurait une ouverture, tu es en train de me dire, Alexandre? Alors voilà, j'ai pas changé cette fenêtre parce que dans l'idée, en fait, on voulait ouvrir pour faire une porte-fenêtre. Voilà. Et Wand, quand t'entends ça? Première chose que je dis, voilà, c'est faire une demande préalable de travaux. Hein. On commence par quelque chose qui est assez basique, mais qu'il faut penser à faire, c'est-à-dire qu'on modifie le bâtiment. Et dès qu'on modifie le bâtiment, il y a des demandes à faire. Souvent, on pense pas le faire, on se dit bon, il n'y a pas besoin, c'est mon bâtiment, c'est chez moi. Attention, oui, c'est chez vous, mais personne ne passe, mais quelqu'un peut passer. Voilà, on peut avoir un retour. Toute modification de bâtiment est réglementée, voilà, et que ce soit chez vous ou ailleurs. Donc, voilà, il faut bien être clair. Donc là, c'est quand même un document qui est assez simple, c'est une demande préalable de travaux. Généralement, c'est une petite modification, il n'y a pas besoin d'architecte. Voilà, c'est un document assez simple à échoper. Maintenant, ça se fait maintenant directement sur Internet, parce que depuis 2020, les mairies ont l'obligation, avec la numérisation, de faire les dépôts via Internet. Donc avant, ça se faisait, il fallait aller en mairie. Maintenant, il n'y a plus trop besoin. C'est une demande assez simple à faire. Pensez à le faire. C'est pareil, c'est ce qu'on disait plus tôt. Ça permet un dialogue aussi avec la mairie. Ça permet pas mal de choses. C'est simple, mais pensez-y. Voilà, ça fait partie des démarches qui font toujours. Voilà, et puis même dans le cas où vous allez revendre plus tard, vous avez modifié le bâtiment, ça peut donner une plus-value. Voilà, chez le notaire, c'est inscrit. Voilà, on demande. C'est des demandes qu'on a de plus en plus aussi, nous, en tant que professionnels. Les trois, c'est d'avoir un carnet de santé du bâtiment, un suivi du bâtiment. Qu'est-ce qui a été fait, voilà. Donc on en revient à ça. Et ce genre de choses, ça paraît bénin. On dit, oh, c'est pas grave. C'est souvent, hein, je veux vous dire, hein, mais c'est juste une modification, c'est chez moi, ils vont pas m'embêter, etc. Ça peut poser des problèmes. Voilà. On peut venir vous embêter. Oui, attendez, vous n'avez pas fait la demande. Il suffit que le PLU ait changé, que quelque chose, et puis on se retrouve avec un bâtiment qui est à 500 mètres, qui se retrouve être un bâtiment de fond. D'un seul coup, ça peut poser beaucoup de problèmes. Voilà. Donc là, on est encore on est assez éloigné de bâtiments historiques, mais pensez que
même si c'est chez vous, on a des obligations, on est en France. Voilà. Après, ils peuvent vous obliger à remettre à l'identique. Hein. Donc c'est pour ça. Voilà, donc ça peut poser des problèmes plus tard. Donc vous avez dépensé des sous pour faire quelque chose, vous n'avez pas fait la déclaration, ils peuvent vous embêter et dire attendez, vous n'avez pas déclaré la chose, vous devez refaire à l'identique. Donc vous devez défaire ce que vous avez fait. Donc ça peut poser un problème, voilà. J'ai une petite question, Ewan. On fait une demande, ça coûte quelque chose ou pas? Non, c'est gratuit. On n'est pas en zone ABF, donc le délai de prescription c'est 1 mois. ABF, excuse-moi. C'est les bâtiments de France, donc c'est des zones qui sont réglementées, il y a plusieurs zones. Donc il y a du patrimoine, la France a été une des premières nations à vouloir sauvegarder son patrimoine, à tort ou à raison. Il y a des choses qui sont remarquables et qu'on aimerait conserver, et tout ce qui va être aux ses alentours, en général 500 mètres autour, est réglementé. Là c'est pas le cas, donc c'est une déclaration qui est gratuite, généralement qui est pas refusée, voilà, c'est histoire de se mettre à jour et aux normes. Et donc du coup, on fait la déclaration, on attend 1 mois, si on n'a pas de retour, on peut faire. C'est ça? Pas de retour, c'est tacitement accordé dès qu'il n'y a pas de retour. Voilà. Okay. S'ils vous ont fait un courrier dans les 1 mois pour vous dire qu'il y a une contre-indication, ils vont vous marquer la contre-indication. Donc ils sont, voilà, c'est quand même un discours qui est quand même ouvert. C'est-à-dire oui, attention, on vous la refuse pour telle ou telle raison. Il suffit de répondre et de pallier à cette raison. Donc c'est forcément justifié. Ils peuvent pas faire un refus sans motif? Il n'y a pas de non. C'est non parce que. C'est non parce que. Voilà. Enfin maintenant ils sont dans l'obligation de dire pourquoi. Hein. Avant c'était plus compliqué, mais maintenant c'est voilà, et on vous explique pourquoi. Et alors là, il n'y aura pas, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, mais on peut se retrouver, voilà, là on est en PUI, donc c'est l'intercommunalité, c'est un service d'urbanisme qui va y répondre, c'est plus les mairies, voilà. Mais il y a peu de raisons que ce soit refusé. Et si c'est refusé, vous vous expliquez pourquoi. À vous de reposer une demande préalable gratuitement suite aux modifications qui vous ont demandé. Et pour tout ce qui est non visible, c'est-à-dire tout ce qui est réseau, voirie divers, enterré, est-ce qu'il faut faire des déclarations aussi ou... Alors normalement on est obligé de faire des déclarations, il peut y avoir des servitudes nettes quelles qu'elles soient, donc ça c'est pareil, attention. Donc, par exemple si je veux faire une draine devant la maison, il faut le déclarer. Et il y a vous allez modifier ce qu'il y a en façade, c'est-à-dire que là vous allez casser votre trottoir et techniquement il faudrait faire une déclaration, de dire ah oui, je fais une modification. C'est une demande préalable, ça, on ne fait pas une grosse modification. D'accord, et si je fais du terrassement, par exemple je refais un talus, parce que je voudrais un peu aplanir, refaire un talus. Alors ça c'est un permis d'aménagement, pareil. Démolition, permis de démolition, permis d'aménagement, demande préalable de travaux, permis de construire. Tout ça, ce sont des demandes qui sont diverses et variées. Et il faut, voilà, tout est sur Internet, il y a de la lecture, on peut vous accompagner, nous, en tant qu'architecte, etc. Il y a la mairie qui peut vous renseigner, il y a le CAUE, c'est important de parler aussi des organismes qui sont... CAUE, c'est un regroupement d'architectes qui est là pour accompagner, justement, parce qu'en France, on n'est pas obligé de prendre un architecte pour une construction ou une rénovation supérieure à 150 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire... Voilà, inférieur à 100, pardon. Donc voilà, on peut par exemple poser une demande préalable pour faire une annexe. Donc une annexe, c'est quelque chose qui est accolé à la maison, qui fait moins de 20 mètres carrés. On n'a pas besoin spécialement d'un architecte. Mais attention, il faut bien lire les PLU, il y a des réglementations. On ne peut pas faire des extensions de plus de 50 mètres carrés sur certains endroits. Voilà, donc voilà, c'est de l'administratif, mais pensez que c'est quand même assez important et ça reste du dialogue et vous aurez toujours des gens qui seront là pour vous accompagner. Voilà. Petite question, combien t'as posé de permis pour dire aux personnes et combien de fois on t'a dit non juste parce que je pense que tu as eu plus de positifs que de négatifs. En globalité, notre métier c'est d'avoir un accord. Voilà, donc quand on a un refus, on essaye au maximum de trouver des solutions et de reposer un dossier et voilà. On a quand même des retours, on n'a pas des noms catégoriques, il faut être clair. Hein. Les gens ils peuvent pas rester bloqués, voilà, donc c'est pas dans l'intérêt aussi des services d'urbanisme de bloquer toutes les situations. Voilà, à part si on se retrouve vraiment dans des zones protégées, très protégées, où là ce sera des noms catégoriques et ce sera très compliqué. Voilà, dans la grande globalité, ça se passe bien. Et c'est quoi comme document qu'il faut du coup? Là, c'est une demande préalable. Et voilà. Il faut un plan ou quelque chose, un dessin? Il va falloir faire un plan de la façade avant et après. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on présente la façade. Donc, il y a un plan masse qui va être demandé pour voir quel bâtiment c'est. Sur le plan masse, on présente la vue qu'on veut modifier, enfin, la façade qu'on veut modifier.
on prend une photo de l'actuel et on fait une projection du projeté. Et voilà, donc il y a quand même un peu de travail de... Il y a un peu de travail de dessin, mais concrètement c'est facile. À la main levée, vous pouvez le faire. Hein. Vous prenez une photo, vous recalquez dessus et vous dites voilà, ça va ressembler à ça. Voilà. Alors ça va être plus compliqué si on va rentrer dans des zones où, comme je disais, avec les bâtiments de France, où là, le choix des matériaux va être légiféré, on n'aura pas le choix du matériau qu'on veut, etc. Mais ça, voilà, c'est pas le cas ici. La mousse expansive pour combler les trous, c'est pas même pire que le béton, messieurs? Voilà, ça passera à côté. Et de toute façon, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que la mousse expansive ne tient que quelques années, en fait. C'est-à-dire que déjà, la mousse qui a été coupée, dès que vous mettez de la mousse polyuréthane et que vous lui mettez un coup de cutter, vous avez enlevé le vernis de surface. Donc ça veut dire que là, en l'espace de 2-3 ans, elle a perdu sa structure. Ça veut dire que la tenue structurelle des alvéoles font qu'en fait, elle n'a plus aucune performance thermique. Mais même si on lui laisse le vernis, donc la couche là qui a pris l'air et qui a durci, ce matériau-là va perdre sa performance, va dégazer. Le polyuréthane dégaze avec le temps, surtout quand on le met sur des fenêtres et qu'il y a une partie qui est au soleil ou autre, là c'est encore plus rapide. Et ça en fait c'est des matériaux qui ne sont pas durables. D'une part déjà ils ne sont pas perspirants, donc pas adaptés aux bâtiments anciens. Et en plus de ça, même du point de vue thermique, ils auront une performance thermique qu'un certain temps. Si j'observe, et là je regarde, la dalle en réalité, elle n'a pas de remontée humide. Le seul problème c'est qu'elle est en train de pousser l'humidité sur les murs et que après avoir fait la dalle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remaçonné en ciment. Donc des fois, si on n'a que un tout petit peu de capillarité dedans, ça, encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Mais cette dalle, en réalité, pour moi, elle n'est pas vraiment le problématique. Le problème, c'est que tout ce qui a été rajouté sur les bordures, là, ce qu'on voit là, eh bien, en fait, l'humidité, elle a besoin d'être évacuée. Et si vraiment la dalle, on voit bien, elle est saine, la dalle. Mais le problème, c'est qu'elle pousse l'humidité dans les murs. Nono vient de dire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de casser toutes les dalles. C'est pas une science exacte, hein. Il faut bien retenir ça. Et c'est pour ça que des fois, c'est intéressant, dans un premier temps, avant de tout casser, de faire une première saignée d'au moins 5-10 cm ici, de casser la dalle pour couper la liaison hygrométrique entre l'eau qui va remonter sous la dalle, qui va être bloquée, qui va longer, et le mur. Dans des habitations, soit on fait un peu plus large, des fois quand c'est des grandes pièces, on se permet de faire 30 cm, on descend et on fait en fait un hérisson juste en périphérie pour en fait venir récupérer cette vapeur d'eau et on la sort à ce niveau-là. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, on peut en profiter pour, par-dessus le drain et le hérisson, faire plutôt du liège en vrac. Du coup, on aura un élément perspirant, imputrescible, biosourcé. Donc lui, il respecte le bâti. Et en fait, on va essayer de faire un demi-traitement, et dans bien des cas, ça suffit. Il ne faut pas obligatoirement faire un drain périphérique autour de la maison, casser, tout casser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vraie règle. Quand on veut prendre aucun risque, on va tout casser et faire directement un hérisson sur toute la surface. Quand on fait intervenir une entreprise, elle ne peut pas se permettre de dire bah, « en fait, je ne suis pas sûr que ça va marcher, vous allez investir des milliers d'euros, et peut-être qu'il faudra tout casser ». Et donc, en fait, c'est là où on est toujours sur une gestion du risque. Et c'est ça notre métier de concepteur autant que d'artisan, normalement, c'est de gérer les risques, de se dire, est-ce que c'est un coup de poker? C'est là où c'est intéressant. Vous êtes tous d'accord sur... Parce que si on observe, je reprends ce que dit Ben, mais on voit bien que la capillarité, elle est sur 50 cm. Donc on voit bien le trait du salpêtre et tout le reste, et en l'occurrence, ça c'est la partie qui a été cimentée. Donc on revient casser des dalles qui sont déjà de bonne qualité et tout le reste, il y a moyen d'améliorer tout ça, et même, comme disait Ben, en coupant la capillarité sur les côtés et en traitant les murs correctement avec les matériaux adaptés, on peut déjà vraiment minimiser l'histoire. C'est là que ça peut être intéressant de faire un chantier phasé. On fait le test sur une première zone, on vérifie que ça marche bien 3 saisons après, pendant qu'on est dans l'hiver suivant. Une fois qu'on a passé l'été, ça a séché, que ça revient en eau avec l'hiver, on va voir le changement de comportement. Si on a réglé le sujet, on peut étendre la solution. Et alors, il y a un côté aussi de désolarisé cette dalle. En fait, on la rend un peu flottante, hein, c'est un peu le terme qu'on va utiliser. C'est-à-dire vraiment, on va permettre le mur et la dalle de se séparer et d'avoir une bonne aération et une bonne perspirance. Et de vivre différemment chacun, parce qu'elles bougeront différemment de toute façon dans tous les cas. C'est 2 matériaux différents, ça vit différemment. Alors ici, en fait, derrière cet isolant, on en reparlera, il y a une porte. Il y a une porte qui donne directement dans le couloir de nos pièces de vie. D'accord. Et du coup, ça serait pouvoir faire une chambre en rez-de-chaussée. Ok, voilà. C'est bon aussi à savoir. Et du coup, ouvrir derrière toi en porte-fenêtre. Ok.
Voilà. Donc pour l'architecture, voilà, modification d'ouverture. Mais là, si on observe, on a le moins de salpêtre ici. Voilà. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est sur ces poutres-là, qui sont toutes coufites. Je sais pas ce que c'est. Nono le charpentier, on a besoin de ton expertise. Non, là, bah, tiens, on va sortir le couteau, on va aller jeter un œil. Mais là, c'est du chêne. Donc en réalité, ce qu'on voit là, ici, tout ça là, c'est parce que c'est en train de moisir, parce qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de ventilation ici. Là, il y a avant tout un problème de ventilation. Voilà, le vrai problème d'ici, je pense, c'est la ventilation et tout ça. Après, structurellement, le bois, esthétiquement, il n'est pas joli, mais on est sur des bâtis agricoles, donc il faut imaginer que les bois qui étaient utilisés ici, c'est vraiment ce qu'ils trouvaient le plus proche de chez eux. Voilà. C'est proportionné, c'est ce qu'on voit là. C'est vraiment un champignon, on est vraiment sur... Voilà, et ma mère elle avait peur que ce soit de la mérule ou un champignon qui... Ben, on n'est pas loin de la mérule parce que quand on se retrouve ici, là, observe celle-là qui est ici, là vraiment c'est un champignon, là c'est insalubre. Mais je pense que c'est insalubre parce qu'il manque de ventilation, tout ça. Après on n'a pas de remontée du sol, on ne voit pas de rigoles parce que souvent dans les anciens bâtis comme ici, on voit carrément des rigoles qui sont installées parce qu'il y a des veines d'eau. Alexandre, tu nous as amené ici parce que tu nous as montré des combles. Tu nous as dit waouh, c'était sur le papier assez intéressant. C'est les fameux combles à 1 euro, c'est ça? Alors voilà, au début du projet, du coup, on a été démarché, on a fait de l'isolation à 1 euro sur l'ensemble de ce bâtiment. Voilà. Donc on avait tout bien cadré avec des plans, tout ça. Voilà, et on a eu cette chance de pouvoir être financé par l'État, voilà, pour pouvoir faire cette isolation. C'est intéressant? C'est-à-dire disons que sur le papier c'est vachement intéressant. Au début tout s'est bien passé, on a eu un devis conforme, voilà, avec les aides de l'État déduites, tout ça. Ça valait combien au début avant les... Alors le projet portait sur une enveloppe à peu près de 20 000 euros. De moins, donc à 1 euro, tu as 19 999 offerts. Exactement, c'est isolation des combles et des murs. Voilà, le projet portait sur l'isolation de combles et murs. Et du coup, on a lancé ce projet-là avec une entreprise, RGE, pour faire toute l'isolation de la maison. Alors, juste une petite question. Alors, je sais pas qui m'adresser, non, on va me voir tourner. Alors, je vais aller... ils tournent tous la tête. Et Warren, allez, c'est toi, t'es le plus au bout. L'isolation à 1 euro, on va la voir quand on sera réellement au-dessus, pour voir les impacts. Mais là, c'est la première question, avant de voir l'isolation. Et Warren, juste pour qu'on puisse renseigner les néo-autonomistes, regarde-moi s'il te plaît, je te demande. Je sais pas quoi te dire. En fait, c'est comme dans tout, il y a à boire et à manger. 1 euro. Non mais voilà, alors faut se mettre à la position de tout le monde. Un artisan, pour qu'il soit RGE, il faut qu'il se forme. Voilà, donc c'est des formations qui sont coûteuses pour une entreprise. Bon, faut dire déjà, voilà. Donc il y a une question de rentabilité quelque part aussi derrière. Il monte les dossiers, il y a un devis initial qui est temps, donc c'est comme dans tout, on a des bons et des mauvais artisans, comme partout, faut pas, voilà. Et des fois les devis peuvent être gonflés et ils retouchent l'argent une fois que ça a été validé, enfin que le chantier a été fait, etc. Donc du coup, voilà, donc il faut faire attention, voilà. Et est-ce que l'isolation à 1 euro telle qu'elle est proposée est adaptée aussi au bâti où on est? Voilà. Donc ça c'est la deuxième grosse question. Est-ce qu'on projette de la ouate de cellulose sur le comble comme ça? Est-ce que c'est du comble perdu? Voilà, enfin, voilà. Ça peut être très performant comme très contre-productif. Voilà. Alors je vais faire vraiment le gars qui vient d'arriver. On aurait dit un discours de politicien. Honnêtement, sur 50%, c'est bien ou pas bien ce que tu as vu sur 100 maisons, il y en a 50 bien? Ça dépend le bâti. Sur du bâti ancien, en général, c'est très mal proportionné et c'est assez peu et pas adapté. À moins qu'on trouve un professionnel. Comme je dis, il y a des professionnels, il y a des bons et des mauvais partout. Il y en a un, on peut tomber sur le bon qui dit attendez, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà. Après, c'est des entreprises qui se sont engouffrées aussi dans quelque chose qui s'est ouvert par l'État et qui est tout à fait louable dans le sens où on isole la déperdition par les toitures, c'est quand même 30% de la déperdition de chaleur de tout un bâtiment, c'est quand même pas négligeable, c'est l'un des premiers postes, il faut quand même y réfléchir. Mais d'un autre côté, avec quoi et comment on isole? Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Et après aussi, demandez les devis dans la globalité, combien ça coûte réellement, et posez-vous la question, est-ce que c'est pas surévalué au niveau du prix aussi? Parce que c'est bien gentil, hein, on dit d'accord, c'est à 1 euro, mais qui c'est qui paye? Voilà, qui c'est qui paye dans sa globalité finalement?
C'est pas le carbone, je croyais que c'était des taxes. Oui, alors, correction. On n'est pas sur les aides RGE de anciennement l'ANA. Le 1 euro n'existe plus non plus, a été sauté maintenant. C'est 2 euros maintenant, il y a eu l'inflation. Ça n'existe plus. C'était des CE, donc c'était des droits à polluer. Des entreprises qui polluaient devaient compenser leur pollution par des aides pour financer les aides. Comme ça. Et oui, mais au final, ce qu'on faisait en utilisant ça, c'était des droits à polluer. Donc en fait, d'un côté, on aidait notre logement et on faisait des économies potentielles si c'était bien fait. De l'autre, ça permettait à des entreprises de continuer de polluer. Et ouais, l'énergie était gratuite. Ça veut dire que quasiment gratuite. Ça veut dire qu'on se permettait de faire des passoires thermiques parce que l'énergie, elle était quasiment gratuite. Aujourd'hui, les paramètres nucléaires et tout le reste. Gratuite, moi je mets toujours des guillemets avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même. Non, mais il faut quand même dire que c'est les impôts de nos grands-parents, de nos parents qui ont payé ces centrales nucléaires, donc rien n'a été gratuit. Enfin, il faut tout remettre dans le contexte que c'est. Ok, la production était, on était moins nombreux, on était à 45 millions d'habitants, donc on produit beaucoup, les centrales nucléaires étaient là, elles ont été construites, maintenant on est sur des centrales vieillissantes, bon voilà, c'est le nucléaire c'est encore autre chose, les énergies, voilà. Accessible et abondante. Accessible et abondante, et du coup, les projets initiaux de coûts de maintien de ce genre de production d'énergie n'étaient pas dedans. Maintenant, on est en plein dedans, donc du coup, l'énergie commence à être beaucoup plus chère. On le voit, le contexte économique et mondial le prouve. Il faut remettre chaque bâtiment, quand on achète un bâtiment, quelle que soit son année, il faut la remettre dans le contexte où elle a été achetée. Non, mais une maison des années 70 a été conçue et construite à un moment où l'énergie était abondante et peu chère. Donc, on n'avait pas de problème, on pouvait chauffer. Une maison ancienne a été faite à un moment où il fallait trouver la ressource sur le terrain et se chauffer, ça prenait du temps, c'était compliqué. Une maison de maintenant, ça va être différent. Un isolant, un produit parce qu'il marche au laboratoire ou parce qu'il marche dans certains cas, ne veut pas dire qu'il marchera dans tous les cas. C'est le bureau d'études qui dit ça. Non, mais c'est la réalité. Et c'est ça qui est compliqué dans la chose, c'est qu'en fait, un produit est adapté à certaines configurations et pas à d'autres. On est dans de l'ancien, il faut obligatoirement des isolants perspirants. Alors encore pour la toiture, c'est différent. Est-ce que tu peux, je sais que... À travers laquelle, là, on a vu des sujets de vapeur d'eau depuis ce matin, là, quand on était au rez-de-chaussée. La vapeur d'eau traverse, on a besoin d'eau dans le bâti. Cette eau a besoin de sortir de part et d'autre du mur. Et du coup, il nous faut des isolants. C'est pour ça qu'on travaille avec des isolants biosourcés sur le bâti ancien uniquement, parce que c'est des isolants qui laissent passer la vapeur d'eau. Mais ça va marcher suivant aussi ce qu'on va mettre dessus. C'est-à-dire que si devant, déjà, si on pose uniquement collé par plot et fixé à la rosace ces panneaux, si on fait un vide d'air entre les deux trop important, à chaque fois qu'on a un vide d'air, on a une rupture des transferts capillaire. Et on a une rosée d'eau qui on a un risque de point de rosée, et donc de point de rosée à l'intérieur, donc qui va abîmer le support ou pas, suivant la qualité. Ouais. Suivant ce qu'on met devant, si on met un placo qui est fermé, ou un pare-vapeur qui est trop fermé, et ben pareil, on va bloquer aussi la sortie. Donc on aura traversé l'isolant, mais pour autant ça va pas sortir. Pour suivre le prochain usage à 1 euro, je l'ai avorté parce que du coup, j'ai bien compris que ça m'allait pas et que ça allait pas convenir. Qu'est-ce que tu attendais, qu'est-ce que tu n'as pas eu pour comprendre un peu le... Je n'ai pas eu une solution technique qui était adaptée au lieu. Voilà. Globalement, ils m'ont proposé au début de faire de l'isolation en polyuréthane expansé. Globalement, dans les isolants, on a les isolants pétrolés avec le polyuréthane et le polystyrène. Le polyuréthane étant le plus performant à épaisseur équivalente en hiver, donc pour l'hiver et non pour l'été. Le polystyrène est légèrement derrière. Après, on va avoir les isolants minéraux, laine de verre, laine de roche. Et après, on a les biosourcés. Sur du bâti ancien, on n'utilise que du biosourcé parce que c'est le seul qui va être perspirant. Et dans des climats chauds, on utilise majoritairement que du biosourcé parce que c'est le seul qui va réellement, à épaisseur équivalente, être plus performant en été. Il sera peut-être moins performant en hiver, mais notre plus gros sujet par ici, on est dans le Tarn, c'est de se protéger de la chaleur avant tout. C'est ça qui t'a... Alors c'est ça, du coup le commercial a fait changer le projet, on est passé sur de la laine minérale, donc laine de verre. Donc pour 1 euro, je me suis dit pourquoi pas, parce que du coup c'était un compromis, j'avais pas forcément les moyens de tout isoler en biosourcé, parce que quand même c'est pas du tout les mêmes ordres de prix. Notamment 1 euro, c'est rien. Du coup, et c'était il y a 2-3 ans. C'était il y a 5 ans qu'on est arrivé. Voilà, donc c'était avant Covid.
Les tarifs maintenant commencent à s'égaliser petit à petit. Ça n'en reste que le biosourcé est plus cher. C'est quoi le nom maintenant? Parce qu'il doit y avoir encore un dérivé de quelque chose comme ça, non? Sur l'isolation, à 1 euro. Non, l'isolation à 1 euro a été arrêtée parce que ça a été démontré que c'était une hérésie. On était en train d'abîmer les bâtis, donc c'est interdit. Ouais, messieurs. Et maintenant, on n'a que de l'isolation par CE ou par aide. Les CE, c'est Certificat d'économie d'énergie. Voilà, c'est les droits à polluer. Excuse-moi, on demande à notre expert Alexandre. Non, mais c'est ça, c'est les droits à polluer. Et de l'autre côté, on a les aides de l'État. L'ANA qui est maintenant rassemblée sous France Rénov. Donc tout le monde est sous... Le seul portail maintenant, c'est France Rénov. Et on a des aides en fonction des revenus qui sont réellement intéressantes quand on a des revenus très très bas. Tout ce qui a été fait à 1 euro était adapté pour améliorer les passoires thermiques des années 70. Années 50, 60. Jusqu'au même les corons, enfin les corons, c'est-à-dire c'est les immeubles miniers qui ont été faits dans le nord de la France, dans le nord, entre les deux guerres, etc., qui sont le début de l'industrialisation du bâtiment. C'est-à-dire c'est du mâche-fer, qui a été utilisé justement parce que ils avaient un problème de manœuvre, donc ils ont fait venir. Donc ça a été on appelle les cités jardins du nord de la France. Là encore, ça marche encore. Hein, on est entre les deux guerres, donc c'est le début vraiment. Mais tout ce qui est, ouais, là c'est adapté, mais sur le bâti, avant la Première Guerre mondiale, ça commence à être beaucoup plus compliqué. On est sur du bâti qui, on va dire, c'est vivant, voilà, c'est vivant. C'est le terme, il faut une certaine dose d'hygrométrie dans les murs. L'argile ou la chaux, il faut que ça vive, voilà. Il faut essayer de prendre conscience que le bâtiment, il va bouger. Là, nous, par exemple, on parle d'ici, mais on a le gonflement des argiles. Le bâtiment, il suit voilà, tout est fait pour comme ça. Si on met quelque chose d'inerte, on en revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure avec du béton sur une ceinture béton sur un bâti ancien. Il y a un truc qui fixe et puis tout le reste bouge. Donc il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, ça va poser un problème, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-là, on parle plutôt d'étanchéité au courant d'air plus que d'étanchéité à l'air, comme on le voit actuellement dans la construction neuve et récente, où on va aller chercher l'étanchéité maximale. Là, c'est potentiellement pas obligatoire. Pour autant, on parle quand même d'étanchéité au courant d'air. C'est-à-dire que ça reste une déperdition. Il y a un courant d'air qui passe. C'est de la perte thermique pure, c'est de l'inconfort pur. Donc il faut quand même traiter un minimum l'étanchéité. Mais il ne faut pas aller jusqu'au même niveau. Donc quand on est sur des bâtis comme ça, si on a des rails et du lambris ou des choses comme ça, on va travailler avec des pare-vapeurs hygrovariables. Alors du coup, l'entreprise RGE qui est venue faire les travaux ont commencé à faire l'isolation du grenier, du coup mur et rampant, avec une technique particulière vu qu'ils ont vissé en fait avec des plaquettes en métal et des vis sur la charpente de l'isolant souple en laine de verre. Bonne ou mauvaise idée, les experts? Alors il y a plusieurs erreurs déjà. Dès qu'on pose un isolant en simple couche, on sait qu'à chaque clé, dès qu'on va avoir un petit millimètre d'écart entre les deux, qui va se faire, surtout par le fait qu'il est compressé, là en plus il est vraiment trop compressé, on va perdre déjà 10% de performance globalement sur les laits. Donc déjà il y a une perte inutile. En plus de ça, il faut savoir que ce craft-là n'est pas un pare-vapeur, c'est juste un maintien pour la pose. Donc là il manque un pare-vapeur, il manque le passage des suspentes pour le futur plafond, donc ça veut dire que là on est obligé de passer de solive de poutre à poutre. On a tous les éléments métalliques qui sont des ponts thermiques, on en a parlé juste avant, qui viennent en plus qui ont été mis trop en compression. Donc à ces endroits-là déjà l'isolant est trop compressé. Oui, quand ça compresse, on perd les coefficients thermiques. Cet isolant n'est pas fait pour être posé comme ça, il est fait pour être posé au-dessus de rails, à plat, posé tranquillement ou en biais, mais il n'a pas besoin d'être compressé normalement. Le pire, c'est que tu peux faire un zoom, mais tu as le petit dessin sur chaque panneau pour dire comment ça se pose. Voilà. Et qu'il est spécifique au comble perdu. Moi, désolé, et moi je vais essayer de les défendre. Alexandre, pour 1 euro, c'est pas mal. 1 euro, t'as peut-être même pas une vis. Alors moi le devis qu'ils m'ont fait, il était de 20 000 euros et Total paye. Non mais je te parle pour toi, c'est vrai. Regarde, Ryan, viens voir. Non mais c'est vrai. Un peu, regarde. Non, vas-y. Les pattes qui sont en train de tenir sont déjà passées à travers de l'isolant. Oui, elles arrachent. Donc ça veut dire que là, on est sur de la pure obsolescence. Là, on est sous volige. Donc là, on voit la volige et les tuiles au-dessus. Les rongeurs ont pu passer entre les deux. La saleté a pu passer entre les deux. Et au final, déjà, l'isolant, et ça, c'est un isolant qui n'aime pas l'humidité. Il va perdre entre 20 et 30% indéfiniment de sa performance dès qu'il va prendre l'eau. On va se faire insulter par... Oui, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on disait, quand on travaille d'abord sur l'étanchéité de la toiture, c'est qu'on met un pare-pluie
sous les tuiles. Le pare-pluie va servir à ce que l'eau ne puisse pas rentrer, mais aussi les saletés, tous les défauts de toiture. Et donc en fait là on a un isolant. Oui, il a peut-être coûté 1 €, mais en fait il a déjà perdu au minimum 30 à 40% de sa performance. Très clairement, il y a malfaçon, on va être clair. Voilà, il y a malfaçon. C'est pas le bon produit. Non. Là, soyons honnêtes sur ce qui est. Il y a malfaçon. Voilà, point barre. C'est pas le bon matériau. D'une part, il est pas bien posé. C'est surtout qu'il n'est pas bien posé, parce qu'il pourrait être posé comme ça. S'il y avait des ossature et autres, on a le droit. En DTU, on a le droit. On a le droit, mais il n'est pas bien posé, donc c'est une malfaçon. C'est-à-dire que le DTU n'est pas respecté. Alors le DTU, on rappelle ce que c'est. Hein. En gros, c'est le document que chaque professionnel ou fabricant a et qui explique comment le produit est fabriqué et comment il doit être posé, d'accord, dans les règles de l'art. Parce que sinon, il n'a pas les performances annoncées. Et puis ça peut poser des problèmes d'assurance. Et pour aller jusqu'au bout, comment il doit être posé? Parce que là, on a l'exemple à côté. C'est-à-dire que le même isolant a été posé conforme là. Ça, qui a posé ça, Alexandre? C'est toi? Eh ben, du coup, c'est moi et des potes. Voilà, j'ai racheté du matos, le bon matos. J'ai pris le DTU, j'ai lu le DTU. Non, mais c'est pas très grave parce que c'est sur une toiture et on n'a pas un matériau hygrophile derrière. C'est ventilé et autres. Si on fait la même chose sur un mur ou sur les pendants, là, tous les pans de mur, sur tous les pans de toiture de mur qu'on voit ici, et ben là le problème c'est qu'on a un matériau qui est pas perspirant. On a un vide d'air qui peut condenser. Alors on est au dernier étage, c'est pas le plus problématique, mais si on faisait ça au rez-de-chaussée, ça serait encore pire. Et là en fait on a un isolant qui va vieillir très très vite. On n'a pas de fixation d'ossature, on ne sait pas comment on va se fixer correctement. On a un semblant de pare-vapeur qui au final le craft n'est pas un pare-vapeur. Alors en fait, on a juste fait des choses qui vont qui vont détériorer le bâti derrière. On l'a vu tout à l'heure, par contre il y a certaines parties du bâtiment en rez-de-chaussée qui ont été isolées de cette manière-là, que j'ai laissé pour l'instant parce que mine de rien ça fait quand même une coupure, mais qui potentiellement peut me dégrader le bâtiment, donc il faut surveiller régulièrement. Et en plus cet isolant est mort, c'est-à-dire que le jour où il l'enlèvera, il peut le jeter, alors qu'il aura 10 ans. Tout le recyclage du verre aujourd'hui sert à faire de l'isolant. On est quand même le seul pays d'Europe où il n'y a pas de consigne sur le verre, parce que nous, on a des lobbies en France qui font de la laine de verre. Dans tous les pays européens, c'est interdit depuis 30 ans. Le verre est recyclable à l'infini, mais du moment qu'on crée de la laine de verre, c'est une matière qui est finie, qui n'aura plus aucune destination après la laine de verre. La réalité de la France, c'est qu'aujourd'hui, on pose, là, l'exemple type, c'est qu'on a une isolation financée par l'État à 1 €, qui au bout de 5 ans est une passoire thermique. Je suis désolé, regardez. Regarde là, l'état de condensation, l'état des trucs, et même le fait que ça n'a pas été posé correctement, regarde, voilà l'état au bout de 5 ans. Ce type de pose-là est acceptable dans du bâti ancien parce qu'on est en toiture. On ne peut pas faire la même chose. Alors on pourrait, vu que c'est le dernier étage, ici, surtout là on est dans une surélévation brique, le pignon a dû tomber et être rebâti, mais toute la partie en dessous, il faut repasser sur du matériau perspirant. Il faut arriver à des épaisseurs énormes qui sont supérieures à ce qu'on met actuellement, parce que la laine de verre, comme la laine de roche, ou les polyuréthanes et polystyrènes ne sont peu performants en termes de déphasage. Je suis désolé, on va regarder ensemble. Vous pouvez constater que les scotch et tout le reste, on est sur une brique de 16 avec 10 cm de laine de verre ou de laine de roche dessus. Aujourd'hui, là, c'est carrément un vrai pont thermique. C'est une illusion. Donc on a vendu une isolation à 1 €, mais en réalité aujourd'hui, le mur, là, il n'est pas... Alors, il est peut-être isolé, mais en réalité, c'est du vent. Okay. Si on demande des aides, on doit rentrer dans un cadre, et le cadre n'est pas adapté à l'ancien, dans la majorité des cas. Mais on peut détourner certaines choses en se payant des audits thermiques et autres, avec des bureaux d'études ou des spécialistes qui vont démontrer que dans tel cas, il faut faire telle chose et non telle chose. Et dans ce cas-là, France Rénov pourrait accepter. Pourrait, je mets plein de guillemets parce que c'est très aléatoire et très arbitraire. Le système n'est pas fait pour ça. Il n'est pas évolutif et il n'est pas ouvert à la discussion. Si on revient à la dernière vidéo qu'on a fait chez Maxime, on y était, on avait le même cas de figure qu'on a aujourd'hui. On avait une isolation sous rampant et pas sur le plancher. Et l'important, c'est de créer réellement. Nous, notre problématique dans le sud de la France, c'est pas le froid, c'est le chaud. C'est le confort d'été et pas le confort d'hiver. Même si c'est la même chose,
Parce qu'en réalité, si on isole correctement, on a quand même le confort d'hiver. Je vais pousser moi, c'est-à-dire que là je vais pousser, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin. Il parlait de la Bretagne, on va avoir surtout de grosses fluctuations de température. On va avoir des hivers qui peuvent être très froids et très pluvieux. Et on va avoir des hausses de température qui montent à 40-42 degrés Celsius l'été. Donc on va avoir, donc il faut bien comprendre que nous, encore dans le sud de la France, on va vraiment, c'est vrai que ça va être vraiment on va avoir des sortes de moussons, c'est-à-dire qu'on va avoir l'automne et le printemps qui vont commencer à un peu disparaître par chez nous, hein, c'est un peu le principe. Hein. Et dans le nord, eux, par contre, ils vont avoir des énormes fluctuations de température. Ils peuvent avoir en milieu continental du côté de Lorraine, Strasbourg, enfin, dès qu'on va se rapprocher, on l'a vu en Allemagne. Hein, en Allemagne, des forêts entières sont en train de disparaître, etc. Parce qu'ils se retrouvent avec des sécheresses, ils se retrouvent avec quelque chose qui se réchauffe aussi. Et des fluctuations de température qui sont trop importantes. Donc le bâtiment, c'est pareil, il subit ça. Donc du coup, il faut qu'on ait... Pourquoi on dit biosourcé? Parce que c'est le seul qui arrivera à gérer ces différences de température. Il n'est pas inerte, justement, il est vivant. Et le but, il est là. Et donc, même dans le sud, voilà, nous on est sur la montagne noire, mais vous allez du côté de PACA, ça va être différent. Du côté des entrants de Pays Basque, ça va être différent. Dans les Pyrénées, dans le massif... On a à 50 km près en France, on a des climats qui sont différents. Donc tout est différent suivant chaque bâti et suivant ce qu'on va faire dedans. C'est ça, il n'y a pas de solution miracle. Je le répéterai jamais, c'est un bâti, une solution. Et ça le problème, c'est que dès qu'on va faire des aides, dès qu'on va rentrer dans des choses qui sont des tas de la simplification, on est standardisé, les aides sont standardisées, on rentre dans des bocaux, il faut que ça rentre dans ces bocaux, on prend ce bocal. Mais du coup, comme c'est standardisé, on ne peut pas l'adapter à tout. C'est pas possible. On peut, hein, à moins que le rond soit plus petit que le carré, à bout d'un moment, ça va coincer. Je pense que la priorité, c'est de se dire, le bâti est très très grand, donc là, on n'a même pas fait tout le tour de tous les bâtiments et de tout le projet. Donc on est sur très grand, il faut se concentrer. Il a pour projet de faire plusieurs habitations. Il veut déjà une habitation pour lui, une pour sa mère. Moi, déjà, la priorité, c'est de se concentrer sur un lieu à chauffer pour la partie hivernale. Quand on a très grand, il est intéressant l'hiver de recentrer et de limiter la zone à chauffer, ça fera des économies. Ou le foyer, on revenait tous à la pièce centrale, tout le monde vivait, on dormait autour du foyer, on dormait, mangeait, on s'occupait de la laine, on tissait. Après les revenus financiers étaient divers et tout à ces moments-là, mais ils pouvaient être 10 dans la pièce centrale, dans un 50 mètres carrés. Il faut quand même tout remettre dans son... Et une bûche chauffait autant de personnes, ouais, je vois ce que tu veux dire. La priorité, c'est ça. Donc en fait là, on va recentrer sur ce bâti, sur les différents étages. Alors il y a une partie où on n'a pas eu le temps d'aller, qui est aussi en chantier. Il faut refermer un peu. La pièce qu'on a vue juste avant où on était avec le liège, là, elle est pas loin d'être finie. Si on fait un enduit sur les lièges, qu'on fait le plafond sous rampant qui est fait correctement comme ici, on peut la finir. Et après, pour les suivantes, on va utiliser que des matériaux perspirants, que du biosourcé, en priorité plutôt des enduits terre ou chaux aérienne. Si c'est des parements de finition, plutôt des lambris. Et en dernier recours, alors sous rampant, mettre du Pharmacell ou du placo, c'est pas un problème, parce que là on n'a pas de problème énorme de gestion hygrométrique. Sur du mur, il faudra y réfléchir. Et en fait, on recentre le chantier sur les années à venir, on va dire les 5 ans à venir, plus sur une partie centrale du bâtiment, un côté du bâtiment, parce que ce sera déjà plus simple à chauffer. Et après, on s'étend. Bon là, Nono, franchement, c'est pas... toi qui as désossé quand même des centaines, voire des milliers de bâtiments, ça c'est dans son jus, ça, c'est vieux ça. Là c'est plus que ça, à vue de nez comme ça, on dirait qu'on est proche du Moyen-Âge. On est la technique torchis paille, si on regarde de près et tout, on voit vraiment la fibre végétale et la terre. Donc les anciens, eux, ils avaient une technique simple, dès que c'était sur les murs de refend et on n'était pas sur l'extérieur, ils utilisaient directement ou le torchis, ou la daube. C'est quoi les espèces de trous, Nono? On dirait qu'il y a... Ça, c'est les doigts. Non. Ça permettait d'accrocher. Ça permettait l'accroche des enduits de finition qui étaient dessus. À mon avis, tu les as appliqués là. Ouais, il y avait le même enduit que celui d'à côté, mais ça c'est un torchis aussi, pareil. Donc on voit l'enduit et on voit du coup, il y a même... Alors là, on voit un enduit qui a été peint par la suite. Il ne faut pas oublier que les peintures modernes vont rendre étanche l'enduit. Ouais. Et donc en fait, normalement, on fait plus des badigeons, des badigeons de chaux qui vont permettre de garder la perspirance. Parce que là, le problème, c'est qu'on a encore un matériau qui a besoin de perspirance et on est venu l'étancher avec une peinture moderne.
Qu'est-ce que tu conseillerais, Nono, ici? Eh bien justement, on est dans la pièce de vie, on est dans le cadre d'améliorer le ressenti et le bien-être dans la maison, parce que la première étape du projet, si j'ai bien compris, hein, c'est d'avoir un petit cocon pour se sentir bien. Donc là, on revient vraiment dans mon domaine d'attribution, amélioration de l'habitat à travers toutes les petites choses que tu peux faire. Bon, déjà, je peux quand même signaler que tes menuiseries sont exceptionnelles. Bah, attends, on est quand même avec de la menuiserie qui est une passoire thermique rajoutée avec des bulles isolantes. Écoute, c'est pas mal, c'est une originalité intéressante, mais franchement, je pense que tu dois quand même prévoir dans ton chantier. C'est la seule que j'ai pas changé, que je prévois de changer, mais j'ai reporté par des urgences. Et en fait, on voit que les carreaux sont cassés parce que du coup, j'ai fait l'isolation ici. Et en fait, comme j'ai beaucoup travaillé sur cette paroi, j'ai abîmé la fenêtre. C'est pour ça que j'ai pas changé tout de suite. Et là, je vais en commander une justement pour la changer. Voilà. Alors je pense que je vais pas t'embêter, mais on fait pas la finition avant de changer ces menuiseries, hein, parce qu'en l'occurrence, la finition et tout permet d'enlever les ponts thermiques, que si tu enlèves tes menuiseries aujourd'hui, tu vas être obligé de refaire toute la finition autour. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai pas fait le rebord de fenêtre. Pour l'instant, je compte mettre du liège, mais je suis pas sûr. Voilà. Mais la vraie problématique qu'on a ici, c'est globalement les remontées capillaires qu'on a depuis le sol, parce qu'ici on a de la tomate. Et du coup, on a du salpêtre qui se met sur le sol dès qu'on arrête de chauffer. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on a des courants d'air froid quand même qui circulent. On ne sait pas trop d'où. Mais globalement, du mur du fond, quoi. Voilà. Alors, je pense que tu es sur un ancien bâti qui est à peu près, moi je dirais, entre 60 et 80 cm. L'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de corriger le ressenti intérieur de ta maison. Parce que là, tu es sur des murs anciens qui isolent par la masse, mais le ressenti intérieur, il est toujours aussi froid et austère. Après, je te donnerai une petite astuce derrière, là, parce que j'ai vu que tu as voulu reprendre le conduit. Là, en fait, on a une paroi très fine, parce que du coup, le mur, il doit faire, je sais pas, 10-15 à ce niveau-là. C'est savoir qu'est-ce que je mets derrière le poêle à bois. Et du coup, vu que j'ai des pierres avec de la suie, qu'est-ce que je peux faire pour bloquer les remontées? Pour la suie, je sais que t'as une technique. Ouais, pour la suie, c'est une technique de compagnon qui est utilisée depuis la nuit des temps. Et ben, si tu veux bloquer la suie, il te faut utiliser du vin rouge. Donc tu mélanges du vin rouge dans ton enduit à chaud. Il va te permettre de bloquer le retour de suie qu'on voit ici. Il va vraiment, en fait, en utilisant le vin rouge, on va bloquer le tanin de la suie. Tu mets quelle quantité par rapport Alors moi je te dirais, quand tu fais ton mélange 3 pour 1 avec chaud, donc 3 sables pour un chaud, et quand tu vas mettre ton eau, tu mets moitié vin, moitié eau, moitié vin rouge. Ah oui, bon, on ne parle pas de Bordeaux ou de millésime, on utilise vraiment des vins qui tâchent. Le secret pour bloquer le tanin, c'est d'avoir un tanin, et lui, le tanin du vin bloque le tanin de la suie. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que tu trouveras pas dans les magasins modernes. On va te proposer plein de solutions cicatives et tout ça. Moi, je sais que la solution du vin rouge, on l'a testé moult fois, ça fonctionne bien. Donc choix aérienne, sable et moitié eau, moitié vin rouge. Ok. Ça fait quoi, Nono? Ça fait dégorger? Non, ça permet en réalité, le tanin du vin bloque le tanin. Et donc, si tu veux empêcher qu'il y ait un transfert de tanin d'un côté à l'autre, après, personnellement, normalement, tu devrais continuer à rajouter de la masse dans la partie, parce que ici, tu es dans un système où tu as modifié, tu as mis un poêle dans un ancien conduit de cheminée, mais en réalité, là, il te manque de la masse. Donc, où que tu isoles, le but, c'est normalement, tu devrais avancer le poêle. Ouais. Et rajouter de la masse ou au moins un isolant correct derrière qui te permettrait réellement d'enlever le pont thermique que tu as derrière. Après, personnellement, tous les murs ont été piqués, c'est très intéressant, sauf que en réalité, au niveau ressenti, tu auras toujours cet aspect froid, cet aspect austère. Donc moi, je te conseille un correcteur thermique sur tous les murs extérieurs. Donc, le mur intérieur, le mur de refend que tu vois ici, c'est pas un mur qui est aux intempéries. Donc si tu veux garder de la pierre apparente, parce que j'ai bien compris que maman
Elle aimait beaucoup la pierre apparente. Ben, disons que quand j'ai piqué ce mur, j'ai pas voulu le recouvrir d'isolant ou de correcteur thermique parce que je le trouvais magnifique en fait et ça me... T'as raison. Alors, Voilà. on l'a dit tout à l'heure au début du reportage, tout le monde s'accorde, les pierres apparentes, c'est une anomalie, intérieure ou extérieure. Et du coup, je me suis dit quand même, vu que j'ai le poil à côté et que c'est de la masse, du coup, ça va aussi faire effet batterie et c'est pour ça que je voulais plus isoler par l'extérieur et garder cet effet batterie de ce mur-là, de ce côté, même si potentiellement j'ai un pont thermique. Mais Alors là, t'as pas un pont thermique parce que tu es sur la masse, donc tu as plutôt un ressenti. Par contre, tu as un pont thermique. Moi, si j'avais un petit conseil à donner, j'aurais créé ici et j'aurais doublé avec de la brique, de la BTC ou de la terre. BTC, pour créer- excuse-moi. BTC, c'est briques de terre crue compressées. Donc, si on voulait améliorer et réduire le pont thermique, j'aurais rajouté une masse qui est thermique dynamique. Donc ça veut dire si tu retires un peu ton poil vers ici, tu rajoutes une masse en terre ou en terre crue ou en terre cuite, tu pourras avoir un mur réfractaire. ok. Ça c'est une petite solution qui te permettrait déjà d'éviter d'avoir le tanin qui passe à travers et de rajouter l'effet inertique. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, bah, c'est ce qu'il faudrait, je pense. Mais à la base, je voulais reprendre un foyer ouvert plus tard, mais... Foyer ouvert, alors aujourd'hui les foyers ouverts, la norme, les cheminées, c'est la catastrophe. Donc c'est où un poêle de masse, tu aurais pu mettre une cuisinière de masse, ou même augmenter au moins et réduire l'effet du pont thermique qu'on a derrière. Donc le pignon, au final, avec les briques creuses qui sont traversantes pour certains aux endroits des piliers, en fait. Et bien là, en fait, on voit le perfo qu'a traversé, quoi. On a les trous d'impact à des endroits. Ça, c'est les fixations de l'isolation. En fait, on voit des trous. T'en as deux à gauche de la petite fenêtre là. Ouais. Déjà on voit l'isolant apparent, mais bon ça c'est parce que la fenêtre a été posée par la suite, mais du coup l'isolant est à l'air libre, donc toute cette zone est morte en termes de performance. Ouais. Et on voit des trous d'impact, certaines briques qui sont cassées. Ça c'est le perfo qui est allé trop loin en fait, ils ont percé trop loin. De toute façon, dans tous les cas, on a des briques creuses qui sont traversantes. Ça veut dire qu'on a des vides d'air et des conduits d'humidité qui traversent le mur, qui vont taper dans la laine minérale. Donc au final, la laine minérale vient d'être posée, mais elle a déjà perdu 20-30% de sa performance directement l'hiver suivant, parce qu'elle a pris l'eau. Normalement, on devrait déjà enduire au moins gobti, corps d'enduit et finition, tout le pignon. Et piquer avant, hein, parce que là, on est sur des enduits ciment, là, qu'on peut pas décrocher. Ça, on est sur des enduits chauds. Là, on a Et du là-haut, ciment. on est sur la brique. Et là-haut, on est sur la brique. Donc là, déjà, il faut piquer tout ce qu'on peut du ciment. Si ça part pas, si à certains moments ça part pas entre pierres, dès qu'on a un demi-centimètre, 1 centimètre, c'est bon, on va pouvoir accrocher l'enduit. Donc c'est pas un problème, il vaut mieux le laisser plutôt que de détériorer le mur. Et après, on refait un bel enduit de façade en chaud. Alors normalement, avant d'isoler par l'extérieur, c'est bien de faire un correcteur thermique à l'intérieur. Et là, On commence par l'intérieur. Mais j'aurais normalement, dit c'est l'inverse. obligé. Le ressenti dans l'habitat, Ah ouais, le confort et intérieur. le confort intérieur est plus important parce que l'isolation par l'extérieur va te permettre de gagner quelques pourcentages, une 10 ou 20%, mais ton ressenti intérieur, il sera toujours le même. Là, en fait, l'avantage de faire un correcteur thermique, c'est que tu vas limiter que de 40-50% les déperditions. Mais au niveau du point de vue confort, tu vas énormément gagner parce que tu auras fait une étanchéité au courant d'air, tu auras fait un régulateur hygrométrique, tu auras homogénéisé les températures et tu auras un matériau qui va être chaud en termes de ressenti et non froid. Et donc à partir de là, tu auras du confort, tu vas déjà pouvoir commencer à chauffer moins, à être confortable à 17-18 degrés, sans problème dans un bâtiment ancien avec un correcteur thermique. Tu auras refait la pièce, donc elle sera viable, tu pourras vivre dedans, te reposer. Et 5-10 ans après, tu attaques sur l'isolation extérieure et là, tu vas passer de 40-50% de déperdition en moins à plus de 80%. Et là, tu vas rentrer réellement dans des maisons très performantes. Donc on peut faire du très performant dans de l'ancien, c'est juste que ça demande des moyens et il vaut mieux des fois le faire dans un deuxième temps. Commencer par l'intérieur parce que on a besoin de vivre dans l'habitat, qui soit viable, noyer les gaines, refaire l'électricité, etc. Et au moins, tu as traité le sujet. On parle de confort, c'est toujours important. On peut être tout le temps à 20 degrés, mais à 20 degrés humide et 20 degrés sec, enfin, avec une hygrométrie correcte qui nous convient, etc., ça n'a rien à voir. Donc, on parle de confort, on parle pas de n'importe quelle norme qu'il puisse y avoir, c'est le confort qu'on a, donc le ressenti,
Si on est à 20 degrés à l'intérieur de la maison, avec avoir travaillé l'isolation par l'intérieur, ou voilà, faire un correcteur thermique, le plus important ça va être ça, eh ben, on aura quand même consommé moins. C'est-à-dire que voilà, il y a moins de déperdition et on en revient tout ça. Rien que le fait de chauffer à 18 pour être bien plutôt que 20, ça reste quasiment 20% de gain sur les consommations. Quand on regarde tout en haut, on a les combles où on était tout à l'heure, le plancher de tout en haut. Ça, c'était les combles où on était. Entre les deux, on a le plancher intermédiaire d'une pièce qui sera à l'étage. Et là, on est donc au rez-de-chaussée dans la future cuisine. Ce qu'on voit déjà que c'est une pièce qui a bien vécu, il y a certainement même eu un feu. Il y a des traces de... Ouais, vu le fondu de cheminée... Voilà, ça a dû déraper une fois, au moins. À ce point-là vu la noirceur des poutres... j'avais pas vu. Donc là, il y a des traces. Donc il y a... Bon, de toute façon, elles sont à peu près... Elles ont l'air saines. Il faudra les tester du point de vue solidité. On voit qu'en bas, on parlait à un moment qu'il y avait des galeries qui passaient sous la maison. Donc on a des entrées d'air et d'eau dessous. Alors ça, on peut... Elles ont servi à quelque chose, certainement, on ne sait pas à quoi. Elles se sont a priori effondrées dans une zone où ont été comblées dans cette zone. Donc là, on a du béton. C'est du béton, ça, d'accord. Ouais, c'est un mélange de ciment, il y a un peu tout, il y a du gravier. Ouais. De toute façon, c'est une tâche en plein milieu. Il n'a pas l'air de poser plus problème que ça. Le bâti a l'air sain. Il a quelques traces d'avant, je pense. Et là, maintenant, il n'a plus trop de traces. Ouais, il a encore un peu de traces de remontée et de sortie de minéraux. Là, la base, ça va être le correcteur thermique qui va permettre en fait de reprendre les joints entre pierres pour, du point de vue structurel, refaire une assise pour que ça soit solide. Et en plus de ça, le fait de travailler à la chaux aérienne va faire en fait qu'on va faire une meilleure gestion hygrométrique de ces parois. Et donc c'est aussi ça l'intérêt du correcteur thermique intérieur et de commencer par ça, c'est qu'on aide le mur à respirer, en même temps qu'on fait quelque chose qui va nous permettre de gagner en thermique. Là-bas, c'est pas un correcteur thermique, c'est une isolation. Le problème, c'est que elle corrige pas le ressenti, elle crée des points de condensation. Là où on voit la laine de verre posée directement sur le mur, elle empêche de perspirer. Donc en réalité, elle va se dégrader en moins de 20 ans. L'isolation là-haut, elle vaut plus rien. Et c'est ce qu'on a vu de l'autre côté de la façade tout à l'heure. On a vu des pierres qui se désagrégeaient. On est dans une pierre très sableuse. Quand elle est trop chargée en humidité, elle repasse à l'état de sable et en fait, elle commence à se désagréger. Et c'est comme ça, avec des isolants adaptés à la maison neuve, mis sur de l'ancien, qu'on abîme les bâtis en fait, depuis 50 ans. Messieurs, j'ai une question. J'arrive pas à des... c'était quoi ça avant? Est-ce que vous voyez des... Bon, il y a une cheminée, donc il devait y avoir de la vie. Il y a cette partie-là aussi. C'est quoi ça au fond? Ça me paraît quand même... Moi, je pense que c'était un local où les gens faisaient le cochon. Ils faisaient des conserves. C'était un endroit où on travaille. Ben là, on est face à une porchère. Vu le visu et l'architecture, on est vraiment sur des locaux à cochons. Et ici, à mon avis, ça servait juste... Ouais, il y a des traces, en fait, on dirait que c'est presque une ancienne façade à des moments, vu les ouvertures. Oui, c'est pour ça, je vois des trucs là, bizarres. À mon avis, c'est très énormément ancien, ouais. Et c'est la partie la plus ancienne de la maison, ça a peut-être 500 ans. Ouais. En fait, la maison a peut-être été agrandie de quelques mètres de ce côté-là. Mais c'est dur à dire, hein, on ne peut pas le lire comme ça facilement. Enfin là, il y a tellement d'évolutions, tellement de modifications, que c'est très difficile. Mais je pense que c'était une ancienne façade. On voit un vieil escalier qui est là, donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y avait une première façade là. Il y a eu du rajout, enfin là c'est compliqué. Hein. C'est de l'amas de choses. Là on voit une ouverture qui avait été faite, donc la façade avait été là, ça a dû trop agrandi en hauteur, agrandi en longueur et en largeur. Après c'est compliqué, ça s'est enchevêtré d'année en année quoi. Mais on est sur l'une des parties les plus anciennes hein, parce que... Et de voir que vous avez du mal vous à le détailler, je me dis. Oui mais après c'est pas très grave de ne pas savoir lire le bâti, de connaître exactement toute l'histoire. Ce qui compte c'est de savoir en l'état, en fonction des saisons, quel est l'état hygrométrique. Est-ce qu'il y a des sujets d'eau à traiter? Là, on n'a pas l'impression. Donc là, on sort d'une période où il a quand même plu, semaine dernière, pas mal. Là, il n'y a plus d'eau, mais les 3 premières années où on était là, cette pièce était très chargée, quoi, en humidité. Qu'est-ce que j'ai changé depuis? Déjà, la pièce d'à côté, elle était enduite tout l'intérieur en béton, qu'on a tout enlevé, qui était très humide aussi, qui est le niveau du plancher de la pièce d'à côté et ici. Voilà. On avait une problématique au niveau des toilettes, mais qui sont derrière, qu'on a vu. Voilà, c'est ça. Où j'avais des problématiques d'eau qu'aujourd'hui sont résolues, mais je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Je sais pas.
Après, on a toujours quelque chose qui se passe en dessous. Il y avait l'ancienne pompe, des anciennes canalisations, potentiellement l'ancien tunnel dont tu parlais. Devant la maison, j'ai une citerne quand même qui se remplit et qu'on utilise. Et du coup, le niveau d'eau est beaucoup plus bas. Parce qu'avant, la citerne, du coup, était légèrement au-dessus du plancher ici. Et donc, potentiellement, il y avait tout le temps de l'eau qui venait. Voilà. Maintenant que la citerne, elle est quasiment vide toute l'année parce qu'on l'utilise principalement et après, on utilise nos puits derrière. C'est ça. Ouais. Il y a moins d'arrivée d'eau par là. Donc, au final, on a quand même une base qui, maintenant, des modifications autres paraissent saines. Là, pour la viabiliser, on passe les gaines dans les murs, on les fixe sur les pierres, on fait un correcteur thermique. Au sol, on reste sur un matériau perspirant. Donc, si ça doit être un revêtement dur, dalle de chaux, alors la question c'est est-ce qu'on va avoir besoin de faire un hérisson ou pas? Techniquement, toute la partie béton, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour moi, il faut la garder. Et s'il n'y a plus d'entrée d'eau plus que ça l'hiver, si on est sur un parquet, on fait un parquet sur l'embourte surélevé, on peut isoler avec du liège en vrac et garder de la ventilation comme ça. Si ça a besoin de vivre, ça vit. Avec une rupture capillaire au niveau de chaque plot du parquet. Un correcteur thermique. Au-dessus, en faisant le plancher, on fait le plafond. Là, il va falloir se poser la question de est-ce qu'on isole entre niveaux? Parce que c'est intéressant de garder la chaleur en bas et pas qu'elle monte directement tout de suite en haut. Parce que déjà, il fait trop chaud dans les chambres dans ce cas-là. Et l'aspect phonique aussi. Et l'aspect phonique. Donc là, on fait un revêtement en dessous, on vient remplir d'isolant thermique et acoustique et on refait un plancher au-dessus. Tu conseilles quoi, monsieur l'acousticien de formation un bon isolant phonique? C'est surtout que si déjà on veut être performant du point de vue acoustique, il vaudra mieux que le plancher supérieur soit porté par ses propres poutres. Alors, attends, excuse-moi, je vais les filmer. Là, en fait, les poutres noires sont indépendantes, potentiellement, des poutres en pain Douglas, qui portent le plancher. L'avantage, c'est quand les poutres du haut et le plancher du haut va vibrer, il ne va pas transmettre sa vibration à quelques endroits, si quand même, aux poutres du bas qui tiendront le plafond. Et juste, il suffit de mettre un isolant acoustique. Ça peut même être la laine de verre qu'on a récupérée d'un côté, qu'on vient mettre de là. Même si elle est un peu abîmée thermiquement, elle marchera encore du point de vue acoustique. Au moins, on s'en resserre, parce qu'elle a eu son impact écologique. Et on s'en resserre pour un traitement acoustique. Et donc, on fait un plafond et un plancher indépendants structurellement. Au moins, on peut marcher au-dessus et limiter la transmission du bruit en dessous. Isoler entre le niveau pour éviter que la chaleur monte de trop. Donc, on garde des pièces de vie plus chaudes que des pièces de sommeil. Et à partir de là, on avance comme ça. Et là-haut, on voit bien que là, tu as de laine de verre et tout ça. Franchement, vaut mieux un correcteur thermique dans la masse que d'avoir quelque chose qui va créer en réalité des points de condensation, qui va dégrader les murs et qui va dégrader l'isolant aussi. Donc, ça veut dire là... pour moi, c'est la pure obsolescence que tu as là. Ça veut dire maximum 20 ans. Parce que là, j'ai des chevilles dans le conduit, par contre. là, pour le coup, je peux pas l'allumer, cette cheminée. Il faut que je la reprenne. Alexandre, tu commences par quoi par rapport à tout ce que tu as entendu là? Je commence par quoi? On rase, on remonte. Par réfléchir. Non, ma priorité aujourd'hui, là, c'est de finir la pièce qui était là. On était là-haut, sous rampant, là. C'est ça? Où j'avais commencé avec le liège, oui, tout à fait. Qui est au-dessus de notre pièce de vie principale, donc vraiment faire cet îlot de vie, voilà, finir ça. Donc ça, c'est ma priorité. Je pense que ça sera le chantier de l'année, quoi, globalement. Parce que je vais pas avoir beaucoup plus de temps. Donc ça te fait une pièce de sommeil en plus. C'est ça. Une fois que cette pièce de sommeil elle est finie, est-ce que tu vas au comble ou est-ce que tu descends ici dans ce secteur-là, on va dire? Alors ce secteur-là, je pense pas que je vais le faire. Je pense que je vais essayer de sauver le four à peine. Oui, parce qu'il y avait la toiture. À quel point c'est important. On l'a filmé. Et on n'a pas vu la grange. Mais Nono, il était prêt. Nono, je crois que lui, il fait. Un jour, Nono, tu feras du montage. Après, tu me diras, ok, bon, c'était pas mal tes 3 heures de. Pas dit la grange en urgence, parce que la grange, il a fait l'urgence déjà, il a traité l'urgence, qui a été refaire la toiture. Elle est hors d'eau. Donc ça veut dire qu'on peut reporter ce projet-là à plus tard. Il y a les toitures d'ici qu'il faut mettre hors d'eau. Et malheureusement, quand on est dans des bâtis aussi grands, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois gérer les phases pour vivre dedans, et il faut à la fois gérer les urgences. Et des fois, en fait, on se fait dépasser, c'est les urgences qui mènent la donne. Et donc, en fait, dans le projet, on est décalé et totalement déraisonné parce qu'en fait, on est obligé d'intervenir sur la toiture du four à pain, etc. Parce que c'est plus important de conserver le bâti. Et du coup, en fait, le projet n'avance pas. Et c'est ça qu'il faut mesurer au départ, c'est qu'il y a une énorme partie de sauvegarde avant de pouvoir rentrer dans le bâtiment réellement. Là, je suis hyper d'accord avec Ben. Il pique ma phrase, là. C'est ma phrase, là. Personnellement, si je dois faire un bilan de la visite d'aujourd'hui, on est plutôt dans la sauvegarde pour le moment,
avant de parler d'amélioration. Donc, on a bien vu, et encore, on n'a pas tout vu. Hein. Après, il faut être honnête sur ce qu'il a dit. Il a fait un bon diagnostic. C'est son lieu de vie, son lieu de repos en priorité. Donc, il a condensé, rapatrié sur, allez, on va dire sur 60-70 mètres carrés. Hein, en gros, c'est ça. Hein. Le lieu de vie. Voilà, donc une chambre, la salle de bain, le foyer principal, puis après sur le 1. Et après, là, il s'occupe rapidement de toutes les toitures. Donc, c'est sauvegarde de par le haut. Hein, c'est une urgence. Donc là, ils ont le four à pain. Ils veulent pas qu'il se dégrade. Donc, du coup, ça va être rapidement. Il faut s'occuper de l'arbre, du figuier qui est en plein milieu, parce que le figuier, c'est un gros problème au niveau du bâti. On en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est arraché, refaire une toiture, voir la toiture principale, parce que bon, c'est bien, on a vu qu'on avait fait l'isolation en rampant, mais la toiture principale, elle est pas très bien crochetée, elle est un peu vieillissante. Si je prends le planning, les 10 prochaines années, c'est juste sauver et maintenir l'intégralité des bâtiments. Parce qu'on a bien vu. Et faire le bloc central de ce côté-là. Et faire le bloc. Pour qu'on puisse dormir sainement et se reposer et attaquer la suite petit à petit. Le bloc suivant, pour moi, il est de ce côté-là. Et après, on va commencer à agrandir. Et la grange, au final, je pense qu'elle est après tout ce bloc-là, parce qu'il y a déjà très très grand et énormément de boulot à faire de ce côté-là. Donc, on a vu aujourd'hui, donc là, on est quelques heures ici. Déjà, on voit qu'on ne peut pas concevoir en 4-5 heures. C'est pas magique, c'est tellement grand, c'est pour ça que un temps de conception, c'est plusieurs mois. Faut pas s'attendre que ça soit fait instantanément, parce que là, il y a tellement de sujets, et au fur et à mesure, on va en trouver des nouveaux, et en plus, il va falloir redéfinir les priorités. Voilà. Et je reviens sur les priorités. La priorisation aujourd'hui, c'est sauver les bâtiments et créer un espace viable et permettre réellement qu'ils puissent vivre dans des bonnes conditions sur un espace. Donc on prend les 100 mètres carrés sur les 700 au sol qu'on a, et celui-là, déjà les 10 prochaines années, c'est finir de créer cette bulle, ce cocon. Et du coup, pas forcément avec des performances énormes, mais juste pour avoir un certain confort. Alors, si c'est des correcteurs thermiques, l'avantage c'est que tu as des matériaux perspirants et tu pourras traiter par l'extérieur et toujours sans porter de problème à l'intérieur. C'est juste qu'il faut avoir des matériaux adaptés à ton bâti. Tu sais que dans tous les cas, si tu rajoutes quelque chose ailleurs, tu vas pas porter atteinte à la performance de cet élément-là. Lui, il perdra pas en performance, le correcteur thermique, dans le temps. Il est perspirant. De la manière dont il est fait, il n'a pas de rupture capillaire et autres. Il est là pour durer plus de 50 ans, voire bien plus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu as investi correctement. Messieurs, Alexandre, est-ce que quand même, parce que déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé leur dossier. Merci à toi aussi, Alexandre. Est-ce que tu as entendu des choses qui t'ont chafouiné, ça va dans ton sens? Est-ce que cette visite, même si évidemment, encore une fois je le précise, il faudrait des jours comme dirait Nono, est-ce que ce que tu entends ça te conforte? Est-ce que tu peux me faire un retour sur ce qu'on vient de voir quand même en 5 heures là? Ouais, tout à fait. Ça me rassure dans le sens où je suis dans la bonne démarche et dans la bonne théorie. Il y a plein de choses qui me semblaient où je suis peut-être allé sur des chemins qui sont pas forcément utiles, voilà, notamment sur l'isolation intérieure. Du coup, je vais peut-être revoir un peu ma copie. Il est appris avec toi. Voilà. Après, sur la législation, on a un peu parlé, tout ça, sur les dossiers, permis de construire, déclaration de travaux, où aujourd'hui, c'est vrai que des fois, je suis pas forcément toujours au fait sur ces sujets. Donc aussi me renseigner plus côté mairie, côté institution, quoi. Et après non, c'est vachement intéressant, quoi, parce que par exemple, je pensais utiliser de la chaux et avoir des bonnes pratiques sur ces côtés-là, et finalement, ça remet aussi un peu en question la marque que j'ai achetée, du coup, que je vais plus acheter, qui était quand même une marque fabriquée en France, traditionnelle, machin. Alors, voilà. Ils ont différents modèles, hein. Tu n'as certainement pas pris le bon produit dans la gamme. Et Warren, excuse-moi, tant qu'on y est, je te laisse finir là-dessus. Est-ce que aussi tu peux... C'est l'instant promo. L'instant promo. Oui, bon, après, nous, avec mon épouse, on est sur Revel, on est spécialisé, voilà, dans la réhabilitation de bâtis anciens. Tu vois souvent des trucs comme ça? J'en vois très souvent, c'est un peu sur quoi, c'est un peu mon quotidien. C'est déconstruire ce qui a été fait pendant 50, 60, 70 ans, là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bâtis qui pourrissent de l'intérieur. Ça, c'est ma grosse problématique, hein. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve avec des gobtis béton. Enfin, il y a à reprendre.
N'hésitez pas à contacter, prendre un peu de conseils et mettez-vous devant une feuille de papier et faites des lignes et priorisez. Voilà. Notre entreprise, ça s'appelle Un Trait. On commence toujours par un trait. Voilà. Je mettrai le lien évidemment en description. On pourra, oui, si tu veux. Mais on commence toujours par un trait, c'est-à-dire une feuille de papier et un crayon. Et on commence par là. On s'assoit, on regarde l'environnement. C'est comme un jardin, un bâtiment. Il faut se mettre dans la même disposition. C'est-à-dire le jardin, on plante pas tout n'importe quoi, n'importe comment. On réfléchit, on regarde le premier hiver, on regarde le premier été. On se renseigne sur l'histoire du bâtiment, ça peut être toujours très intéressant. On se retrouve dans une zone inondable, pas dans une zone inondable, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que voilà, on se renseigne sur l'administratif. Qui c'est qu'on va avoir en face de soi? Qui c'est nos voisins? Voilà, c'est un ensemble. Voilà, et c'est un biotope. C'est de la même manière qu'un jardin, c'est un biotope. Et donc un biotope, ça fait pas comme ça. Il faut prendre le temps, il faut l'accepter. Il vit sa vie, il se défend, et aller contre un bâtiment, vous serez perdant. Hein. C'est vous qui perdrez avant le bâtiment. Hein. Voilà. Ben, vaut mieux une analyse. Monsieur Delwick, juste, ouais, profites-en aussi après pour Monsieur te présenter. Delwick, Monsieur Delwick Noël, 1 million de vues. Ouais. Il y a un an, tu connaissais presque pas Internet. 1 million de vues, présente-toi aussi. Si j'ai vraiment un conseil à donner à tous les abonnés et tout le monde, prenez le temps de faire une vraie réflexion et une analyse avant de commencer les travaux. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de solution miracle. Ça demande une vraie expertise et ça demande vraiment d'être accompagné pour restaurer, j'irais même pas restaurer, j'irais soigner un bâtiment. Parce qu'on parle de soins. On parle réellement de soigner des bâtiments, on parle d'amélioration, on parle vraiment de tout ça. Et c'est pas une science exacte, c'est pas mathématique. Ça demande vraiment d'être accompagné pour réhabiliter et soigner les bâtiments. J'ai envie de te dire, ce genre de vidéo, ça permet de savoir un peu, par rapport au corps de métier, quel genre de questions et qui va pouvoir nous orienter sur nos questions. Alors justement, là, on a quand même 3 éléments qui sont quand même très importants. 4, j'ai envie de te dire, on a un nouvel expert avec nous, avec Alexandre aujourd'hui. on a l'habitant, mais c'est les 3 domaines qui sont là aujourd'hui. Il y a la réalisation, il y a la réflexion, et il y a la législation et l'analyse pour permettre de soigner les bâtiments. Et en plus, on vient de voir encore une fois une anomalie là-haut et on n'a pas étalé plus que plus. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ne serait-ce que l'isolation de la toiture là-haut, en réalité, ou celle des murs, ne sont pas adaptés à ce genre de bâtiment. Et ils n'ont pas de réflexion. On parle que d'isolation, on ne parle pas de déphasage. Donc en fait, on n'a que la moitié de la réflexion et on n'a pas une réflexion globale. Qu'en réalité, peut-être qu'il aurait fallu plutôt isoler sur les planchers au lieu d'isoler sur les rampants. Il aurait peut-être fallu travailler autrement, peut-être regarder le bâtiment avant de mettre de la laine de roche sur les murs. On aurait pu travailler sur un correcteur thermique qui aurait pu régler le ressenti, l'hydrométrie et d'autres problématiques. Donc, si j'ai un conseil à donner, et si j'ai vraiment un conseil à donner à travers ce qu'on essaye de vous faire transparaître, c'est travailler, entourez-vous de gens qui ont une vraie connaissance de ce genre de bâtiment. Ne vous épuisez pas. Voilà, parce que c'est un gain de temps, c'est pas l'argent que vous allez investir, mais en réalité... Alors, il y a des phrases, des fois toutes faites qu'on aime bien, hein, mais apprenez à être feignant. Ah oui. Voilà, apprenez à être feignant, c'est un bon terme, il vaut mieux s'asseoir, réfléchir à comment on conçoit, comment on soigne, que plutôt aller foncer dans le tas et dire oui, j'ai des rêves, etc. Mais prenez le temps. Et il vaut mieux perdre 1 an qu'en perdre 10. Voilà. Ouais. Et être bien accompagné sur une réflexion ou un soin des bâtiments, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser. Tous les corps de métier, les 3 corps de métier qu'on a, ont duré des années avant d'acquérir les connaissances qu'on a aujourd'hui, et ça ne s'improvise pas. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver directement. On ne peut pas s'improviser là-dessus. Et c'est là où on voit qu'on est complémentaires. Ben, excuse-moi, profites-en aussi pour présenter ce que tu fais. Noël Delwick, merci beaucoup. C'est là qu'on voit qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que le bureau d'études, moi je suis là pour dire quel est l'intérêt scientifique ou énergétique ou eau ou électricité de faire telle ou telle chose. Par le calcul. Par le calcul ou par l'expérience. Mais au final, après, il faut l'intégrer du point de vue urbanistique. C'est là que l'architecte est primordial. Parce qu'on a besoin, on a un binôme de conception. Et après,
dans tous les cas, c'est pas nous qui allons réaliser. Donc il faut inclure les entreprises, et c'est là où on voit qu'on a le troisième lien avec la troisième personne, où il faut qu'on soit en lien et en discussion, parce que si on ne discute pas et si on n'est pas d'accord sur les solutions, on va dans le mur. C'est à peu près certain. Et n'oubliez pas quand même la partie très importante et la personne qu'on a aujourd'hui et qu'on est très heureux d'avoir avec nous, c'est la législation. Le monde évolue et les normes et la législation est aussi importante que le travail qu'on va réaliser derrière. Noël, Benjamin, Alexandre et Warren, merci beaucoup. Merci.